invités, bienvenue à ce programme du soir sur la télévision du Monde, Tout au clair, votre talk show qui vous permet ainsi de pouvoir décrypter une actualité majeure. Et ce 30 décembre 2020, quelques heures avant la nouvelle année 2021, le président de la République, Paul Biya, monte au créneau et signe un décret portant harmonisation de l'âge de départ à la retraite à la fonction publique. Précisément, il faut le dire, les fonctionnaires des catégories A, B, C et D auront désormais jusqu'à 60 ans pour les premiers et 55 ans pour les deuxièmes pour véritablement prendre leur retraite pour leur contribution au développement du Cameroun. L'information a été rendue publique cette fin de journée à travers le pays. C'est déjà la grande mobilisation. Les messages de remerciement à l'endroit du chef de l'État fusent. Pourquoi? Comment doit-on comprendre cette mesure ou cette décision du chef de l'État comme un cadeau à ses fonctionnaires pour davantage dynamiser la fonction publique camerounaise, mais il faut également le préciser, les contractuels ne sont pas en reste. Un décret du Premier ministre, chef du gouvernement également, fixe au niveau, le top du départ à la retraite, précisément également pour 50, 60 ans et 55 ans. Voilà donc des informations majeures pour les fonctionnaires qui aujourd'hui semblent se frotter les mains, semblent également applaudir cette décision du chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, qui leur donne de pouvoir continuer, peut-être pour ceux qui étaient arrivés pratiquement à leur fin d'exercice de la fonction publique, c'est un nouveau départ pour cette prorogation. On en parlera dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Nous parlerons aussi, bien évidemment, si le temps le permet, de cette nouvelle procédure au sein du ministère de la Santé publique au lendemain des polémiques nées sur la gestion des fonds Covid. L'évaluation faite par le docteur Manaouda Marachi rassure-t-elle les acteurs de la scène politique, mais également les partenaires au développement, surtout au moment où on annonce peut-être la mise en route au Cameroun du vaccin contre la pandémie Covid-19. Nous en parlerons également dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Et pour discuter de ces problématiques avec nous ce soir, des invités triés sur le volet, parmi eux les représentants du Social Democratic Front, notamment Éric Pimlap, qui est avec nous ce soir, nous vient de la circonscription de Douala 5e. Éric, bonsoir, bonne et heureuse année. Il y a encore quelques heures, c'est vrai, mais bonne année 2021. Merci Frédéric, bonne année également. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Et en cette fin d'année, ce serait bien de penser à nos frères et sœurs qui sont soit dans la forêt, soit vivent dans la peur à cause de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également dans l'extrême nord et à l'est du Cameroun. Merci à vous. Il faut rappeler que l'Est du Cameroun est davantage au cœur de l'actualité à raison de ces élections en République centrafricaine. Et on le sait, des rebelles ont repris les armes dans ce pays de l'Afrique pour mettre en mal le devenir des populations. Certaines ont d'ailleurs fait le choix de se réfugier une fois de plus à l'Est du Cameroun. Mais il faut aussi le préciser, les autorités camerounaises ont pris une batterie de mesures pour sécuriser la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Juste à ma gauche, un autre acteur de la scène politique, mais au-delà de cela, il est universitaire, sociologue. Avec lui, nous parlerons de ces deux sujets sur la table du débat ce soir. Jonathan Batengene, bonsoir et bien évidemment, par anticipation, bonne et heureuse année 2021. Merci Frédéric, bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les soirs. Bonne et heureuse année à tous les soldats qui sont sur tous les fronts, ceux qui sont dans le contingent de la MINUSCA en Centrafrique. Bonne et heureuse année à toutes les populations qui nous regardent depuis le Nozo, depuis l'extrême nord, depuis l'Est Cameroun. Et bonne et heureuse année à toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux.
Merci à vous. Il y en a pas mal qui sont dans les hôpitaux, certains en raison de ce week-end noir qui a endeuillé les familles et qui a causé de nombreux dégâts matériels et humains. Les accidentés, les blessés principalement, graves ou légers, sont pris en charge par les autorités administratives camerounaises dans les différentes formations autour de ce lieu d'accident dans l'arrondissement d'Undi qui Ninoki. Autre acteur à nous retrouver, ça fait un long moment qu'on ne l'a pas vu sur le plateau de Tout au clair sur la télévision du Monde. Il est militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Valérie Mandengue, c'est son nom. Il nous retrouve ce soir dans le cadre de cette dernière livraison de Tout au clair de cette année 2020. Valérie, bonsoir à vous. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à l'ensemble du panel. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent. C'est vrai, vous l'avez rappelé, ça fait un certain temps, mais vous savez très bien que lorsqu'on est buté à certaines contingences professionnelles, on peut ne pas être disponible. Et le choix des communicants appartient à la haute hiérarchie de notre parti qui nous mandate. C'est toujours un plaisir renouvelé pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de prendre part à l'ensemble des thématiques que vous mettez du lundi au mercredi dans le cadre de cette émission. Toujours dans la même lancée, je vais souhaiter une excellente année à l'ensemble des populations de Pitoiré, l'ensemble des populations de Domayos qui vous suivent tous les jours de lundi à mercredi. Ça, c'est dans l'extrême nord. Et je souhaite aussi à tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui une bonne année. Pensez plus élargie aux populations du nord-ouest et du sud-ouest qui, comme nous le savons depuis un certain moment, font face à un terrorisme qui ne dit plus son nom. Je n'ai pas utilisé l'expression consacrée par l'un des copanélistes sur ce plateau qui a parlé de Nozo parce que je ne pense pas que dans l'architecture syntaxique, nous ayons une région, des régions qui s'appellent Nozo. C'est bien nord-ouest et sud-ouest pour ne pas prêter flanc à tous ceux-là qui, depuis 2017, ne travaillent que à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à vous, Valérie Mandengue. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Et puis, également ce soir, Abel Elimbilelo, notre consultant du soir. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être du rendez-vous. Merci de me permettre de dédier ce morceau que j'ai gardé. Déjà, Abel? Oui, à M. Cabral Libi et à M. Maurice Kamto. Le roi Salomon, dans Proverbe chapitre 28, verset 16, dit que un guide qui manque de discernement véritable abonde aussi en pratique frauduleuse. Un guide qui manque de discernement véritable abonde aussi en pratique frauduleuse. Mais qui est, verbe haïr, le gain injuste prolongera ses jours. Demain, le chef de l'État va parler. Il doit être seul à parler à la nation. Il faut qu'on arrête avec cette liberté que les gens prennent et qui montre que les gens manquent de discernement. Parce que même les John Fundi, Ndamjoya, Bello Bouba et bien d'autres qui ont mené les luttes dans des conditions très difficiles, malgré les déceptions imputables parfois au jeu électoral qu'on considérait comme injustes, ils ne se sont jamais donné la liberté de galvauder la fonction présidentielle, de piétiner les institutions, de parler, prétendre parler à la nation à l'occasion du 31 décembre ou du 11 février ou du 20 mai. Ils ont toujours montré qu'ils respectaient un principe fort ancien, qui est que c'est des grands moments réservés au chef de l'État pour parler à la nation et faire le rapport de la nation. Aujourd'hui, M. Cabral Libi et M. Kamto veulent galvauder la fonction présidentielle au motif qu'ils sont des chefs de parti. Comme si quand quelqu'un est chef de parti, il doit pétiner
la fonction présidentielle. Merci à vous. On a suivi ce morceau choisi que vous nous avez fait. Un guide qui manque de véritable abonde en pratique frauduleuse. Merci beaucoup à vous, pour cette précision autour de ce message, notamment cette décision du chef de l'État Paul Biya rendue publique ce jour, une décision qui davantage harmonise désormais l'âge de départ à la retraite dans la fonction publique. Comment est-ce que vous analysez cette sortie, autre sortie du chef d'État à quelques heures de la fin de l'année 2020? Tout me laisse penser que le président de la République, au crépuscule de sa vie politique, a gagné beaucoup en sagesse. Il y a une avalanche de bonnes décisions qui sont prises ici et là. Je pense qu'elles ne laissent pas les gens indifférents. J'appartiens à ceux qui ont toujours constaté qu'il fallait réformer notre système de retraite. C'est un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont ceux qui travaillent, qui gardent une partie de l'argent à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale ou alors à travers des régimes spéciaux, c'est-à-dire que l'État suppose qu'il garde cet argent dans ses mécanismes comptables et c'est lui qui sort l'argent dans son trésor public pour payer les gens qui ont atteint l'âge de la retraite. Ce système a ceci de particulier qu'il se porte bien tant que la situation économique et les gens ne vivent pas longtemps. Si la situation économique est prospère, il y a beaucoup de travailleurs et en même temps les gens ne vivent pas longtemps, ils décèdent tôt. À ce moment-là, le système se porte bien. Il a été pensé à l'ancienne époque où l'espérance de vie était autour de 45 ans, les gens mouraient à peine à 50 ans, 60 ans, les gens décédaient. Et malheureusement, c'est un peu comme un paradoxe. Il faut que la médecine progresse. Il faut que les gens se portent de mieux en mieux. Le résultat, c'est que les gens vivent de plus en plus longtemps. Or, la situation économique globale du monde n'est pas très bonne. Il n'y a pas beaucoup de travailleurs plus que de chômeurs. Au contraire, il y a plus de chômeurs que de travailleurs. Donc, le nombre de personnes qui cotisent a tendance à baisser, alors que le nombre de personnes à soutenir à l'âge de la retraite augmente parce que ces gens vivent de plus en plus longtemps. Je vous donne l'exemple de mon père. Mon père était fonctionnaire. Il a pris sa retraite à 55 ans. Il a vécu presque 40 ans à la retraite. Il a vécu plus à la retraite qu'il n'a travaillé. Donc si vous continuez avec un système comme ça, le système risque de s'étouffer. Il était donc bon de reculer l'âge de la retraite à 60 ans, puisqu'on voit que beaucoup de gens vivent très bien. Vous voyez, moi je suis à 60 ans, et puis vous imaginez que je serais allé à la retraite il y a 5 ans. Alors quand je suis là devant vous, vous avez l'impression, essayez de courir avec moi, vous verrez que même comment, ça se peut j'ai encore quelques bas dans les genoux là, mais vous allez voir que je ne suis pas vieux. Donc je suis de ceux qui pensent que l'idée de faire en sorte que déjà tout le monde, parce qu'il y avait aussi trop de régimes, les militaires, les hommes de troupes, ils allaient à 45 ans, etc. Alors que quand vous voyez ces gens chefs à 45 ans, il est un homme extrêmement valide, dit qu'il va à la retraite, etc. n'était pas tout à fait une bonne chose. Bon, donc on met tout le monde à 60 ans, c'est assez compréhensible. Si j'étais même à la place du président, je mettrais 65 ans. Je mettrais 65 ans pour que quand effectivement quelqu'un prend la retraite, qu'il ne vive plus 30 ans après la retraite. Parce que ça va être difficile. On prend la retraite quand on est vraiment à côté de ces derniers jours. Donc c'est une bonne mesure. C'est une mesure qui va permettre au système par répartition que nous avons de respirer, qui va aussi permettre que les gens ne croient pas que le départ à la retraite crée les emplois. Il ne faut pas considérer le départ à la retraite. Alors, Elie Pinla, une bonne mesure du chef d'État aujourd'hui, Abel estime que ça en est une. D'ailleurs, sur la toile, le message de remerciement à l'endroit du chef d'État fuse. Sur le fond, on est d'accord qu'il fallait revoir l'âge de départ à la retraite. Maintenant, sur la forme, on aurait souhaité que ce soit un débat au niveau du Parlement, parce que je crois que ça, c'est une décision du chef de l'État tout seul. Ça aurait été intéressant
que ce soit un débat au niveau du Parlement pour pouvoir permettre aux députés et à l'ensemble de la représentation nationale qui ont été élus justement pour représenter le peuple, s'asseyent et discutent de cette question et voient justement sur la base d'un travail éclairé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois que la Caisse nationale des prévoyances sociales est largement excédentaire ces dernières années. Je ne vais pas revenir dessus. Je crois qu'ils ont fait un bilan, ils avaient près de 45 milliards de surplus en termes de ressources qui étaient disponibles pour eux. Donc ça c'est un des éléments. Donc ça aurait été intéressant que le débat ait lieu au niveau de l'Assemblée et que ce soit l'Assemblée nationale à travers une loi qui règle cette question. Ça c'est ce que je peux dire déjà à ce niveau. Mais maintenant pour le fond, il est clair que l'espérance de vie au Cameroun a augmenté et pour ne pas se retrouver justement avec les caisses de retraite qui sont déficitaires, il était important de prendre des décisions assez importantes relativement tôt pour pouvoir anticiper justement la transition qui aura lieu. Jusqu'à présent, notre population est essentiellement jeune, mais il arrivera un moment donné où la population va commencer à vieillir et ce serait bien d'anticiper pour ne pas se retrouver dans la même situation que certains pays que je ne vais pas citer ici, notamment certains pays occidentaux qui ont des systèmes de retraite qui sont largement déficitaires du fait de l'espérance de vie qui a augmenté et que les cotisations ne suivent pas. Alors, une bonne mesure, ou plutôt une mesure politique du chef de l'État? Écoutez, ça dépend, M. Moutoumé, ça dépend de quel angle, sur quel angle on se place. Si vous demandez à un politicien quel est son degré de satisfaction, il va vous répondre en politicien. Mais moi, je pense que, humblement, c'est vrai qu'on a tous pris ces décrets pratiquement en fin d'après-midi qui sont tombés. Mais je pense que c'est une mesure sociale qui aujourd'hui satisfait pratiquement l'ensemble de ceux qui sont concernés. Je pense qu'il vous souvient, déjà en juillet 2020 de cette année, le chef de l'État avait pris une mesure similaire qui concernait les fonctionnaires de la médecine publique, tout ce qui était médecins infirmiers, ils avaient eu des revalorisations. Donc aujourd'hui, il reste cohérent parce que c'est aussi une mesure cohérente. Je voudrais dire ici à mon ami et représentant du SDF qu'il y a plusieurs leviers de management du pouvoir. Vous pouvez, si le chef de l'État prend un décret, vous avez des décrets, vous avez des ordonnances, vous avez aussi des décisions qu'il prend sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, puisqu'il a des collaborateurs qui travaillent avec lui. Donc ne pensez pas que le chef de l'État s'est réveillé hier 29 décembre et a décidé qu'aujourd'hui 30 décembre, il allait relever l'âge de la retraite, puisqu'en réalité, lorsque vous allez au fond et que vous discutez avec les représentants des syndicats professionnels de la fonction publique, ils vont vous dire que c'est une revendication qui a toujours eu cours. Maintenant, entre la revendication et l'opportunité de revendication et l'opportunité de mise en place d'une mesure, vous savez très bien le gap qui est. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a pris cette mesure. Je pense que dans le cadre de la réforme, pas seulement du système de retraite, mais dans le cadre de la réforme du système de travail sur le plan global, c'est quelque chose qui va mener un certain nombre de ménages à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir mieux appréhender l'avenir. Aujourd'hui, moi j'ai regardé, comme vous, M. Moutoumé, les réseaux sociaux qui se sont enflammés dès que le décret est sorti, c'est une bouffée d'oxygène. Personne ne peut dire autre chose, c'est une bouffée d'oxygène parce que, voyez-vous, ajouter 5 ans de vie à une personne dans le cadre professionnel, c'est lui ajouter plus dans le cadre de sa famille. Monsieur Elie Bilobé nous a donné une révélation sur son père qui a fait 40 ans de vie après la fonction, mais il y a aussi une autre catégorie de personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter la retraite, qui décèdent souvent 3, 4, 5 ans après la retraite parce que socialement, certains vivent souvent très mal ou même pas apprêter leur départ à la retraite. Donc je pense ici, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau sociologue qui nous dira aussi quel est, sur le plan du comportement, sur le plan de la sociologie, quelles sont des incidences qui peuvent avoir lieu lorsque ce type de mesure arrive à table. Alors, on va arriver à cette sociologie-là, mais avant, pourquoi seulement maintenant une décision comme celle du chef de l'État? Déjà en juillet, ce sont les personnels du corps médical qui avaient bénéficié, mais après plusieurs revendications, ils estimaient que malheureusement, ils ne mettaient pas leur science, leur technique au profit des populations, puisqu'au moment où on acquiert la sagesse et davantage de techniques, c'est déjà le moment d'aller à la retraite après avoir passé beaucoup d'années en formation.
Bon, il faut d'abord regarder le contexte global du Cameroun aujourd'hui. Du point de vue de la structure économique du Cameroun actuellement, il est constaté que le coût de formation de nouvelles recrues dans la fonction publique est parfois assez important pour l'État. Vous savez que lorsque quelqu'un est formé, en fait, il a déjà un matricule. Et ces personnes qui ont déjà un matricule, c'est des gens qui coûtent à l'État en termes de formation, mais également en termes de salaire. Et lorsqu'ils sortent, ils doivent encore avoir leur rappel. Parfois, vous avez donc des gens qui vont faire 1 an, 2 ans sans salaire, et puis on va lui faire un rappel qui est parfois une partie de ce que l'État lui doit, et puis progressivement éponger cette dette. Donc, l'État se dit, pour régler ce problème de coût en amont, on pourrait miser sur le prolongement de la vie professionnelle. Et on permet à ceux qui sont déjà des travailleurs, parce qu'eux, ils n'engagent pas des coûts supplémentaires. Eux, c'est des salaires qui sont déjà calculés sur une base fixe. Et c'est vrai que pour certains, il y a des indices qui vont venir un peu modifier la structure du salaire, mais ceux-là coûtent beaucoup moins cher à l'État. Maintenant, avec une telle politique, ça veut dire que la fonction publique telle qu'elle est actuellement dans sa structure globale, les taux d'absorption des jeunes chômeurs vont diminuer. On va avoir davantage une population un peu plus âgée dans la fonction publique, et ça aura aussi un impact sur la performance de la fonction publique, parce que c'est vrai, à 55 ans, l'individu continue d'être productif, mais en termes maintenant de productivité, de réactivité dans le traitement des dossiers, il y a un coût, le coût dans le temps de travail. Quelqu'un de 55 ans, il ne peut plus accorder un certain temps de concentration sur les dossiers qu'il traite. Donc, il y a une réduction d'une certaine performance qui va se faire ressentir dans le traitement. Sauf si l'État pense cela dans une gestion de son personnel qui sera assez mixée, c'est-à-dire avoir davantage de jeunes à certains postes où ça demande un effort physique considérable, et avoir les personnes d'une certaine expérience dans des domaines de conception où on a besoin justement de cette expérience. Ça va donc interpeller une redivision du travail social au niveau de l'État. C'est ce à quoi on peut s'attendre. Mais il s'agit d'une mesure qui vient pallier une certaine situation. C'est que les gens qui vont en retraite, généralement, commencent à souffrir de pauvreté. Pourquoi? Parce que la fonction publique, lorsque vous savez que les plafonds de salaire dans la fonction publique ne sont pas assez élevés. Donc dès que quelqu'un va à la retraite, parfois vous aviez un directeur qui avait plus d'avantages en termes de mission, en termes de rémunération parallèle, se retrouve à la retraite avec une rémunération qui est carrément trimestrielle. Et cette fois-là, la rémunération ne lui permet pas d'entretenir le beau château qui s'est construit, parce que vous savez que beaucoup de fonctionnaires finissent par se construire de grands châteaux, donc il ne peut plus entretenir le château, il ne peut plus entretenir le train de vie qu'il a mené, et du coup, comme l'expliquait Valérie, il rentre dans une situation de frustration qui peut être le début d'une dépression et puis le fragiliser au point de le conduire à la mort. Alors, prolongement de l'âge de la retraite, certes 60 ans pour les catégories A et B, et 55 ans pour les catégories C et D, et la mesure prend effet dès le 1er janvier 2021 prochain. Seulement, Abel, il se trouve que il y a un certain nombre d'acteurs de la fonction publique qui avaient déjà bénéficié d'une prolongation d'exercice de 2 ans, toujours signé par le chef de l'État. Donc on est dans une logique de prolonger davantage, donc de faire vieillir cette fonction publique, pourtant on la veut dynamique. Bon, vous savez, la liaison mécanique univoque, c'est ça le bon mot, que les gens font entre le dynamisme et l'âge est une vue de l'esprit. Quand vous allez dans la fonction publique, dans les bureaux, vous allez vous rendre compte que les jeunes qui sont là-bas viennent pour travailler tout. Ils viennent à 9h, 10h.
vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas consciencieux au travail. Ils viennent, ils ne sont pas effectivement sur les dossiers, ils perdent beaucoup de temps à raconter des tas d'histoires. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on va avoir une productivité avérée. Et la liaison productive qu'il établit. Au point que je suis de ceux qui pensent que, et c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas beaucoup considérer le départ à la retraite comme une source de création d'emplois. Le départ à la retraite est beaucoup plus un élément de redistribution des cartes. Il a dit ça. C'est-à-dire que ça permet à ceux qui sont à l'intérieur de la maison d'avancer, d'accéder à des postes de responsabilité. Donc ça n'ouvre pas forcément des postes vacants pour qu'on recrute de nouvelles personnes. C'est pour ça que les gens ne vont pas prendre des mesures comme celle-là comme des opportunités de création d'emplois. Parce qu'en réalité, les gens vont partir à la retraite. Ça va permettre à ceux qui se sont formés à côté d'eux. Dans la lecture qu'on peut faire de cette sortie du chef d'État, c'est que malheureusement, il n'y aura pratiquement pas de personnes qui iront à la retraite, puisque l'âge relevé à 60 ans, ceux qui étaient à 55 ans, comme le précédent texte le prévoyait, iraient en retraite dès le 1er janvier 2021. Seulement, ces derniers bénéficient de 5 ans supplémentaires. Certains qui avaient dépassé et qui attendaient simplement d'effectivité cette retraite vont continuer à exercer leur fonction. Bon, d'abord, il faut savoir que les gens iront à la retraite. Il y a des gens qui demandent d'aller à la retraite. Hein. Ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais beaucoup de gens aussi demandent eux-mêmes à aller à la retraite. Soit parce que la monotonie de la vie professionnelle fait en sorte que la vie professionnelle en tant que telle ne lui rapporte plus rien. Il y a maintenant la catégorie, comme disait Mandengé, de ceux qui voient la retraite comme un supplice qui s'annonce, qui aimeraient avoir encore quelques années. Moi, je crois que tout ça n'est pas... On n'a pas conçu cette mesure pour éviter que les gens aient du stress. Le vrai problème avec le départ à la retraite, et ça, je pense que le gouvernement devra s'y pencher résolument, c'est qu'il faut que celui qui prend la retraite aujourd'hui, demain qu'il ait sa pension. C'est ça qui est le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez votre retraite, quand c'est fait à 55 ans, ou demain, ceux qui veulent la prendre à 60 ans, vous allez commencer à faire le dossier, vous battez 2 ans durant pour avoir votre pension. C'est ça qui est inadmissible. Et c'est ça qui plonge les retraités dans une forme de détresse. Parce que justement, les retraités, avec déjà, il était retraité il va être retraité de la fonction publique, le salaire n'était déjà pas si important que ça, sauf ceux qui vivaient du tchoukou-tchoukou, et le tchoukou-tchoukou ne compte pas dans le raisonnement objectif. On ne va pas quantifier le comportement ou le niveau de stress ou de détresse par le fait que vous n'avez pas volé l'argent quand vous travaillez pour vous construire les châteaux. Hein? Donc, on part sur des bases objectives. Donc, le retraité n'aura pas, et c'est quelqu'un qui va accéder à la retraite, il n'aura pas en réalité une épargne là à côté qui peut lui permettre de tenir 2 ans de tracasserie administrative où on commence à lui demander de faire un dossier alors qu'il vit 30 ans depuis dans la fonction publique, il a un dossier. Nous sommes quand même à l'ère de l'informatique. Nous avons des informaticiens. Le système est un système automatisé. Qu'est-ce qui explique que c'est le jour où on prend la retraite qu'on commence à vous demander de faire un dossier? Le dossier de quoi? Le dossier de quoi? Vous savez, c'était comme ça à peu près à la CNPS. Vous partez à la retraite, c'est à ce moment que vous commencez à faire des dossiers, ça met des mois, voire des années pour que votre pension commence à courir. Il a fallu que Moutaze arrive, et puis après, Mekulu Vondon, qui
qui ont vu les choses autrement, qui ont voulu que cette affaire cesse et qui ont mis toute la ressource humaine à contribution pour qu'on se retrouve dans une situation telle que quand quelqu'un va à la retraite, eh bien, le mois prochain ou dans 2 mois, au niveau de la CRP, je crois savoir, les choses se sont beaucoup allégées. À l'époque, on avait le triste cinéma des retraités qui venaient, qui étaient sous le soleil, qui attendaient des heures, etc. Je pense qu'on peut faire la même chose pour que le départ à la retraite ne soit pas une perspective de tristesse. C'est qu'on ne voit pas venir la tristesse. Et parce qu'on sait que je vais prendre ma retraite le mois prochain, et puis le mois prochain, en février ou en mars, je vais commencer à toucher ma pension. Il faut absolument régler cette affaire-là, qu'on n'ait pas de lenteur administrative non justifiée. Quelqu'un commence, il passe à la retraite à Kaéré, pour lui demander de venir tous les mois à Yaoundé pour faire un dossier. C'est maintenant du côté du chef des régions que tout cela se jette. De toute façon, c'est toujours un problème pour les retraités qui ont un certain âge. Alors, la problématique de ces relèvements aujourd'hui également a été soulevée par bon nombre d'acteurs politiques, notamment on prolonge l'âge de ces fonctionnaires aujourd'hui, principalement pour le cas de la territoriale. Ils sont pratiquement 64 qui devraient aller à la retraite, ils ne diront plus. Donc ces postes vont rester. Pourtant, il y avait des jeunes et on n'est pas d'accord avec le fait que les jeunes peuvent apporter plus que les vieux à raison peut-être de l'expérience, mais davantage, il y a que ces postes vont continuer à rester occupés et ces jeunes qui attendaient n'auront peut-être pas droit à ces postes, devront encore attendre 5 ans. Est-ce que pour attendre ces enfants 5 ans n'est pas un peu limiter leur capacité à pouvoir aussi exercer pleinement ces fonctions-là? Déjà, s'agissant de la préfectorale, les nominations sont d'abord les nominations politiques. Et fort, je ne sais pas, presque tout, si je prends juste la ville de Douala, les différents préfets qui sont passés, on a dû relever ou bien proroger leur date de départ à la retraite. Donc c'est une activité qui se faisait déjà avant. Maintenant, s'agissant de la productivité, il est important de noter que lorsqu'on est jeune, c'est clair qu'on a des réflexes qu'une personne âgée n'a plus. Ça, c'est une chose. Sauf que la question que M. Elimli pose, notamment sur le retard, l'oisiveté dans les lieux de travail, c'est lié à la gestion du personnel de façon globale. Et je pense qu'à une certaine époque, le ministre Moutazé avait parlé de la garde, de la gestion axée sur les résultats au niveau de la fonction publique. Et justement, c'est vers ça qu'il faudra aller. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, si on n'a pas un cadre qui est propice à l'efficacité, à la recherche du résultat, il est clair qu'on va produire aucun résultat. Si je peux venir à 9 heures, personne ne me fait rien. Si je peux venir à 10 heures, personne ne me fait rien. Allez dans les entreprises privées, quand vous arrivez, vous pointez. C'est-à-dire que tu mets ton bois, on sait que tu es arrivé à 8 heures. Si tu arrives à 10 heures, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on te vire. Il faudrait aussi qu'on comprenne que la fonction publique, ce n'est pas un endroit où, dès que tu as le matricule, tu as le travail toute ta vie, même si tu fais n'importe quoi. Il faudrait aussi qu'on tienne compte de ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la misère des retraités. Nous, au niveau du SDF, on a demandé de revaloriser le salaire des fonctionnaires en ramenant le SMIC sur 5 ans à 160 000. Tout simplement parce que l'essentiel de la masse salariale est bousillé dans les missions. Si vous n'avez pas de mission, vous n'aurez jamais rien. Si vous ne participez au colloque, au fora, au forum, au NIA, vous n'aurez rien. Il y a des salaires de misère dans notre fonction publique. Il est important, justement, parce que les 5 ans, après les 5 ans, vous allez retourner au quartier. Donc, peu importe le scénario, à un moment donné, vous allez prendre votre retraite. Il est important de mieux traiter au niveau salarial les employés de la fonction publique. L'État a les ressources pour le faire. Il suffit juste, généralement, on va demander que où est l'argent. Il suffit juste de revoir notre mercurial, on pourra augmenter les salaires de ces fonctionnaires. On peut réduire les frais de mission, les frais de tout ce que vous connaissez, on pourra augmenter les salaires de ces fonctionnaires. Il est important de le dire. C'est-à-dire que la misère des retraités est également liée au fait que la fonction publique au Cameroun est mal payée. Et on est l'une des fonctions publiques où on paye le plus mal dans la zone CEMAC. Vous pouvez aller, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc ça, c'était un élément lié à la question de la misère que les uns et les autres pourraient avoir. Maintenant, pour ce qui est
du système de façon globale, le système qu'on a mis en place. Ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vais continuer à le dire, c'est qu'il est important de s'assurer que le système, sur le long terme, soit viable. Et pour que le système soit viable, il est important que les uns et les autres cotisent un peu plus longtemps. Ça, personne ne conteste ça. Maintenant, pour le reste, ça va poser un problème en termes de masse de jeunes qu'il va falloir recruter au niveau de la fonction publique. La réalité, c'est que ce prolongement ne donne pas la perspective de recrutement. Justement, non seulement ça n'a pas la perspective, ça réduit même la perspective, au moins sur une certaine période. Parce que ceux qui devaient aller à la retraite en 2021, ils iront à la retraite en 2026. Maintenant, si l'État décide sur la période de recruter au même rythme, ça suppose qu'on aura soit l'État a une autre vision en termes de redéploiement du personnel qu'ils vont recruter, soit on devra arrêter le recrutement pendant un certain temps. Ça, c'est la réalité. Parce que quand on dit on a relevé l'âge de la retraite de 5 ans, ça signifie que tous ceux qui sont là et qui devaient aller à la retraite en 2021 vont aller en 2026. Donc, il sera intéressant de voir comment ça va se faire. Et l'autre chose également, c'est que ça a aussi une incidence sur le budget. On a voté au budget 2021. Je ne sais pas comment ça va se gérer, cet élément-là. Parce qu'un gars qu'on a prévu pour la formation, c'est déjà budgétisé. Mais un gars qui doit continuer à travailler, je ne sais pas si son salaire est budgétisé dans le budget 2021 qui a été voté au forceps par les amis de M. Mandengue. Donc, ça c'est aussi un élément qu'il va falloir observer. D'accord. Alors, la question du recrutement, Valérie Mandengue se pose avec beaucoup d'acuité au regard de ce relèvement de l'âge de départ à la retraite en prolonge. Et ça dit qu'on stoppe net le recrutement à la fonction publique au moment où on le sait. On a lancé par exemple un recrutement massif au sein des forces armées et précisément dans le bateau d'intervention rapide. Écoutez, lorsqu'on parle de budgétisation, on parle de programmation. Ça veut dire que tout est en principe programmé. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le petit cours de macroéconomie dans lequel mon ami Non, je dis il a voulu nous faire un cours de macroéconomie. J'espère qu'en 2021, vous allez nous inviter ici et on va parler des indices macroéconomiques pour qu'Eric comprenne que lorsqu'il parle de salaire bas, lorsqu'il veut comparer le Cameroun à d'autres États, il y a d'autres indicateurs qu'il doit mettre sur la table, comme la démographie, comme le PIB, et j'en passe, qui sont des indicateurs qui rentrent dans le système de cotation de ce que vous avez relevé en termes de salaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais aussi dire à mon ami du SIF que c'est vrai que le populisme ambiant nous amène à penser que tout est politique. Il faut très bien savoir que la personne l'autorité qui proroge la carrière ou bien qui proroge le mandat d'un administrateur le fait sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Il y a la satisfaction, il y a les attentes qui sont mises derrière lui. Et tant que ça reste illégal, vous pourrez en faire toutes sortes de supputations. Mais sachez que lorsqu'on proroge une personne, c'est d'abord, M. Moutoumé, un indice que la hiérarchie qui vous proroge, vous êtes ici, vous animez tout au clair, vous êtes l'un des journalistes principaux de cette chaîne. La confiance que le top management de LTM a sur vous, en vous prorogeant à certaines fonctions, prouve que derrière, il y a satisfaction sur le rendu que vous faites au quotidien. Donc, sachez-le, monsieur Eric, que la prorogation n'est pas toujours un acte politique. La prorogation est aussi un indice que le travail que ceux qui sont dans la préfectorale mettent en place donne satisfaction à qui de droit. Ça, c'est la troisième chose, je voudrais indiquer ici. C'est vrai que, je ne sais pas qui l'a dit sur ce plateau, quelqu'un a dit sur ce plateau que la CNPS faisait des accidents, c'est un accident de car. Voilà. Et il n'est pas allé jusqu'au bout, nous savons pourquoi, c'est de bonne guerre, mais il faut le dire. Monsieur Limbriba a commencé à le dire, il faut le dire, aujourd'hui, la CNPS est l'une des satisfactions du gouvernement de la République. Lorsqu'on va de M. Motazé, on arrive aujourd'hui à M. Mekoulou Vondo. Je voudrais dire, peut-être M. Limbriba n'a pas un certain nombre d'informations. Mekoulou Vondo a réformé entièrement et substantiellement la CNPS. Aujourd'hui,
c'est de l'histoire ancienne. Ces retraités qui faisaient 1 mois, 2 mois pour pouvoir toucher leur pension, aujourd'hui c'est viré automatiquement. Aujourd'hui, quand vous allez à la CNPS a des produits d'épargne et d'assurance qui permettent à toutes les classes sociales aujourd'hui. On s'entend davantage. Lorsque je parle de cette structure, M. Moutomé, c'est bien évidemment pour indiquer aux téléspectateurs que les décisions qui sont prises, elles sont prises sous un certain prisme. Parce que les performances de cette entreprise aujourd'hui donnent une certaine marge au chef de l'État de prendre un certain nombre de décisions. Lorsque M. Elimbi parlait de ces fonctionnaires qui caillent pour arriver à Yaoundé, qui montent et qui descendent, aujourd'hui, lorsque vous allez au Minfopra, M. Elimbi, vous serez surpris. Que l'on soit d'un bord politique ou pas, le travail que M. Joseph Lé entreprend depuis près de 3 ans à quasiment réformer l'ensemble du système et des procédures au sein de l'administration qui font que des dossiers qui faisaient 5 ans, 6 ans, aujourd'hui, en 6 mois, 8 mois, 9 mois, ces dossiers sont résolus. Les leaders administratifs, aujourd'hui, ont pratiquement disparu. Et je vais aller plus loin. Pour prendre ce type de décision, M. Batenguina l'a dit, il faut, comme on dit, terre à terre, il faut du cash. Mais lorsque vous avez un ministre Motazé qui, derrière les matricules fictifs, réussit à vous faire près de 30 milliards d'économies par mois dans ce pays, est-ce que vous ne pensez pas que ça donne une marge au chef de l'État plus tard de prendre un certain nombre de décisions? Donc, pour conclure sur la question, il faut le savoir, cette décision qui a été prise, que nous saluons tous, elle a aussi été prise parce qu'en aval, il y a un certain nombre, il y a une performance qui s'est mise en place, il y a une politique gouvernementale qui s'est mise en place qui a permis que nous arrivons à ce type de décision. Maintenant, l'expertise, moi je ne suis pas de ceux qui pensent, M. Moutomé, que la jeunesse est un gage de dynamisme. D'ailleurs, si vous regardez sur l'ensemble de mes pages sur les réseaux sociaux, je fustige ceux-là qui sont les adeptes de ce jeunisme. Puisqu'il faut le dire, l'injustice, certains fonctionnaires, certaines catégories de fonctionnaires estimaient qu'ils vivaient une injustice. Vous avez des gens qui, pour se former, le temps de se former et de commencer à travailler, ils ont pratiquement dépassé la trentaine. Eux, ils vivaient ça comme une injustice où, à peine ils ont terminé leur formation, 15-20 ans après, ils sont repartis à la retraite. Le cadre personnel de santé du Cameroun, avec l'harmonisation, on va peut-être revenir encore là. Oui, mais lorsque vous regardez même les magistrats, pour que certains terminent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants qui ont des masters de DEA à 25 ans, à 26 ans, 27 ans, mais beaucoup terminaient après de 32, 34, 35 ans avant d'être, comment on appelle ça, avant d'être dans le corps. Lorsque vous prenez comment on appelle ça, les enseignants d'université, ils vous diront que certains ont commencé pratiquement à 40 ans. Et vous voyez 15 ans après, ils partent à la retraite. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que cette prorogation permet aussi, parce qu'il est important pour nous, nous qui sommes jeunes, on ne peut pas toujours baigner dans cette espèce d'orgueil. Il est important aussi d'apprendre de ceux qui sont devant nous. Et cette prorogation permettra à tous ceux qui sont derrière de pouvoir apprendre. Parce que M. Elimbi va parler de ceux qui viennent à 10 heures au travail, mais moi je vais vous dire, parce que j'ai des personnes de ma famille qui sont dans les forces de défense, je suis souvent ébahi quand vous regardez le sport que les forces de défense font souvent le matin et le soir, c'est des capitaines, c'est des colonels que vous voyez en peloton, qui sont en train de tirer, ces jeunes-là aussi qui tirent la langue. Donc c'est pour démontrer que si on a une bonne dynamique, et ça fait partie de cet héritage que nous laisse le chef de l'État, au-delà de l'élection historique régionale que nous avons eue, aujourd'hui aussi, ça fait partie de cela qui permettra que, sur le transmis générationnel, nous serons moins sûrs qu'à des hautes fonctions, parce que quelqu'un a parlé des sous-préfets qui sont en attente, ils continuent d'apprendre. Il faut apprendre, et c'est quand on apprend qu'on se perfectionne. Alors, il faut se perfectionner en apprenant, mais y a-t-il réellement des impacts à attendre d'une mesure comme celle-là, sur le plan individuel, sur le plan collectif, même au niveau national? Il y a un impact à attendre. Il faut noter que d'abord, ce que M. Pim n'a pas dit est fondamentalement vrai. Dans les systèmes de retraite qui se rallongent, lorsque les salaires sont bas, ça a un impact sur le niveau des revenus lorsque l'individu atteint la retraite.
Le système sur lequel nous sommes en train d'aller, c'est le système calqué sur le modèle italien. Les Italiens, chez eux, la retraite, c'est à partir de 67 ans depuis 2011. Ils ont déjà relevé leur niveau d'âge de départ en retraite 2 fois. Mais juste une parenthèse, c'est au forceps. Vous savez que le débat sur le départ de l'âge à la retraite a coûté le poste à un Premier ministre en France. Vous savez les débats qui ont eu lieu entre le Sénat, l'Assemblée nationale. Donc c'est un débat effectué en France, le problème est différent. En France, le problème est différent. En France, il s'agissait de l'harmonisation des fonds de retraite. Et là, il y avait des catégories dans la fonction, il y avait des catégories de travailleurs français qui ne voulaient pas voir, notamment, il y a les cheminots, il y avait les avocats qui ne voulaient pas voir leur fonds de pension harmonisé avec celui des autres, parce que les avocats apparemment sont les plus nantis dans les catégories professionnelles en France. Maintenant, revenons avec notre cadre. La notion, les salaires doivent être revus à la hausse pour diminuer le taux de pauvreté des retraités. Parce que c'est aussi un élément qui stresse les travailleurs quand ils commencent à atteindre l'âge de la retraite. Et il y a une chose, une donnée que vous devez aussi noter. C'est que lorsque vous regardez les comportements de prévarication dans la fonction publique, ils sont plus élevés chez les personnes qui commencent à accéder à des fonctions stratégiques à un âge qui est proche de la retraite. Ce genre de personnes, lorsqu'il atteint des fonctions stratégiques, il devient très agressif vis-à-vis des finances publiques. C'est une donnée qu'il faut prendre en considération. Pourquoi? Parce que pendant l'époque où il a touché son salaire normalement, il n'avait pas assez de moyens pour avoir un standard de vie tout à fait confortable. Maintenant, il y a une autre donnée. Le système de retraite fonctionne aussi sur le mécanisme de solidarité nationale. En fait, il y a un lien effectif entre le taux d'embauche des nouveaux travailleurs et le départ en retraite. C'est vrai qu'il ne sera pas assez élevé en termes de réduction du personnel, du besoin de l'État, mais il y a que ceux-là qui n'auront pas accès à la fonction publique, puisque le secteur privé est faiblement développé dans notre contexte, ils seront aussi faiblement introduits dans des emplois décents. Il faut donc que ce rallongement de l'âge à la retraite soit aussi concomitant de la création d'un fonds pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Mais ce fonds peut être porté aussi par la CNPS. Pourquoi? Parce que ce fonds-là peut permettre de créer un secteur privé constitué de jeunes qui appartiennent, parce qu'il y a plusieurs programmes aujourd'hui dédiés à la jeunesse. Ça peut soutenir ces initiatives pour qu'on ait des jeunes qui, au lieu de simplement miser sur la fonction publique, commencent eux-mêmes à créer des emplois et soient eux-mêmes des acteurs de la nouvelle dynamique qui pourrait être impulsée au Cameroun. Alors, Abel, aujourd'hui, on a ces incidents, ce regard de la mesure prise par le chef de l'État public, peut-être pour sortir de cette problématique posée ce soir sur la table du débat, on a ces excédents, mais doit-on considérer la retraite comme étant une sanction? Pour la plupart, c'est comme ça qu'on la conçoit au Cameroun. Non, personne ne l'a jamais conçu comme ça. Elle n'a jamais été conçue comme ça. C'est simplement les difficultés administratives qui se manifestent au moment du départ à la retraite, qui a mené les gens à redouter. Mais pourquoi est-ce que les gens ne préparent pas donc, pour la plupart des cas, la retraite, si on ne la considère pas comme étant une sanction? Non, il ne faut pas non plus être très péremptoire et finalement exagérer. Les prorogations restaient des faits marginaux. Beaucoup de fonctionnaires vont à la retraite à l'âge prévu. Beaucoup n'étaient pas tout le temps en train d'être prorogés. C'est quelques cas, c'était même des privilèges. Sauf que c'est devenu aujourd'hui une espèce de phénomène. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour mettre de l'eau à votre feu, vous avez dans le personnel des forces de défense, lorsque vous vous engagez sur le document d'engagement, il est notifié le jour de votre départ à la retraite. Donc depuis le premier jour, vous savez quand vous partez à la retraite. Et vous avez donc le temps, le cas échéant, de pouvoir préparer votre carrière et à mieux appréhender votre retraite. D'accord. C'est important de souligner que les gens n'ont pas perdu de vue qu'ils allaient aller à la retraite.
il n'y a donc pas lieu de considérer le départ à la retraite comme quelque chose qui était une sanction. D'ailleurs, vous voulez m'obliger à paraphraser celui qui avait dit que la retraite n'est pas une sanction, c'est une aspiration légitime au repos. C'est d'ailleurs pourquoi moi-même j'avais demandé au chef de l'État en son temps en 2017 d'aspirer à se reposer parce qu'il a déjà travaillé 50 ans. Il a travaillé, c'est le plus vieux travailleur du Cameroun, le président de la République. Donc, la retraite n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction. Ça, c'est de deux. La retraite ouvre des perspectives de reconversion. Le mot a failli m'échapper. Par exemple, les médecins qui vont à la retraite, mais ils s'installent en clientèle privée. Ils n'arrêtent pas de travailler. Je peux vous donner l'exemple de mon frère aîné, c'est quand il est allé à la retraite qu'il est allé faire sa spécialisation. Il est aujourd'hui l'unique spécialiste camerounais en matière de pathologie du sommeil, dont le pays en avait besoin. La retraite est donc, il faut que nous soyons organisés de telle sorte que la retraite soit un moment où on gagne en opportunité. D'abord parce qu'on a une longue expérience dans la conduite des affaires, on a un tissu relationnel, c'est important. Et si on ajoute à cela que lorsque vous accédez à la retraite, votre traitement suit immédiatement, vous ne vous retrouvez donc pas dans des situations de dénuement. Parce que c'est ça qui est le problème. J'apprends avec Mandingue ici que Joseph Lee a fait un très bon travail à la fonction publique. Il paraît qu'on ne fait plus 3 ans. Mais moi, je vois mon frère qui a fait 2 ans. Depuis qu'il a pris sa retraite, il a pendant 2 ans, il n'avait pas de pension. Est-ce qu'il a la bonne information? Je ne sais pas si mais je ne sais pas. Moi, je pense qu'il ne faut. Ce n'est même pas une question d'information. Je suis en train de plaider pour que nous soyons organisés, notre fonction publique soit organisée de telle sorte que, comme elle sait, parce que la fonction publique ne se trompe pas, elle n'oublie pas que vous devez aller à la retraite. Votre départ vous est notifié à temps. Sauf que on a travaillé pour que on vous notifie votre départ, mais on n'a pas travaillé pour que votre pension sorte le mois prochain. Moi, mon problème, c'est là que si vous êtes en train de dire qu'il a réduit et qu'il faut 8 mois, mon ami, comme vous, je ne sais pas si vous travaillez déjà, mais vous travaillez, vous ne pouvez pas faire 8 mois sans salaire. Donc, on ne doit pas envisager que les retraités fassent 8 mois à attendre et nous dire que ça s'est amélioré. C'était 3 ans avant, bon, maintenant c'est 8 mois. Moi, je suis en train de dire que ça doit être la semaine prochaine. Il y a tout pour le faire. Parce que la situation que nous vivons là, je vous rappelle que quand moi, mon père est allé en retraite, parce que mon père est allé à la retraite en 89, 86, 87, si je ne me trompe pas. Bon, c'était le régime spécial, il était fonctionnaire, donc c'est pas la CNPS. C'était le mois qui a suivi. Le mois qui a suivi, il a commencé à toucher sa pension. Donc c'est des dysfonctionnements. Il n'a jamais été prévu nulle part que quand vous prenez votre retraite, vous devez attendre 2 ans. C'est des dysfonctionnements qui sont arrivés. Il faut que ceux qui sont en charge, et si vous dites que Joseph Lee fait des efforts là-dessus, eh bien c'est tant mieux, je le félicite aussi. Je lui demande d'ailleurs de faire plus d'efforts parce que son ministère là s'appelle ministère de la réforme administrative. Et je te rappelle que ça fait plus de 30 ans que ce ministère s'appelle ministère de la réforme administrative. Je ne sais pas si on fait la réforme administrative pendant 30 ans. Merci beaucoup, Abel. Alors, on a un message d'un téléspectateur qui nous écrit la prolongation ou le relèvement décidé par le chef de l'État ne m'arrange pas.
c'est un fonctionnaire qui le dit. Il estime que ça en fait un peu trop. Justement, c'est un don de... Mais qui demande la retraite anticipée? C'est pas votre temps de parole, c'est M. Pinard qui va prendre la parole. Est-ce que véritablement cette mesure va dynamiser, booster ou rendre plus compétitif la fonction publique camerounaise? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas tout simplement parce que le management global de la fonction publique n'est pas un management qui cherche le résultat. Et je disais tout à l'heure, M. Moutazé avait demandé, comme je disais, qu'on aille au niveau de la gare, la gestion axée sur le résultat. Ça fait près de 20 ans, on ne voit pas cette gestion axée sur le résultat. Je parlais tout à l'heure de la rémunération. Un monsieur qui est payé comme un catéchiste, il est clair qu'en termes de performance, il cherche à faire, ils ont les petits jonglages au quartier qu'ils doivent faire pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est bien que M. Mandengue rappelle qu'on a pu économiser près de 30 milliards par mois sur les vols. Il faut préciser, c'est le vol. Il y avait des personnes qui prenaient de l'argent chaque mois pour rien. Ces 30 milliards peuvent être reversés aux employés réels qui existent au niveau de la fonction publique. Donc, et par rapport la mesure salutaire. Par rapport aux autres pays, le Cameroun, c'est près de 45% du PIB de la CEMAC. Vous pouvez aller vérifier. Ce qui fait que la moitié de la richesse de la CEMAC est chez nous. Et également, presque la moitié de la population est chez nous. Donc, les affaires que vous voulez sortir avec, c'est le populisme. Il n'y a pas de populisme dedans. On peut mieux rémunérer les fonctionnaires camerounais sans qu'on ait suffisamment de problèmes. Tout ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on ne donne pas 2 millions par mois de carburant aux gens, alors qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas 2 millions de salaire l'année. Ça, c'est l'élément lié au salaire. Maintenant, pour l'âge de départ à la retraite, c'est clair que, comme je le disais, d'un point de vue de la gestion des fonds de retraite, notamment au niveau de l'État, il faudrait s'assurer qu'à un moment donné, que l'État ne se retrouve pas dans une situation où il ne va pas trouver l'argent pour payer les retraités. Et pour cela, il faut s'assurer que les gens cotisent un peu plus longtemps. On a 100 milliards d'excédents de la CNPS. La CNPS, c'est, entre guillemets, c'est pour le privé. Or, au niveau de la fonction publique, l'État gère lui-même ses retraités. Et parce que l'État gère lui-même ses retraités, il doit s'assurer qu'il a suffisamment de ressources pour pouvoir payer les retraités. C'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas. Et c'est pourquoi je disais que ça aurait été intéressant que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale. Et comme disait M. Mandengue, dans d'autres pays, ces débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale parce que ça permettait de ressortir l'ensemble des éléments qui pouvaient orienter les choix et favoriser la prise de décision. Sûrement, ils ont des éléments que moi je n'ai pas. Mais souvent, ce que je retiens, c'est que pour le moment, l'État parvient à payer ses retraités et il serait intéressant que ça continue. Et pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où l'État n'est plus capable de payer ses retraités, il faudrait que les gens cotisent un peu plus longtemps parce que justement leur espérance de vie a augmenté. Donc s'assurer juste que le système reste équilibré, au moins de telle sorte que on ne paye pas, même si on ne gagne pas. Alors, Mme Mandengue, on est en train de sortir de cette question de ce soir sur le relèvement de l'âge de départ à la retraite à la fonction publique camerounaise et même pour les contractuels d'administration. La décision a été prise par le chef de l'État, Paul Biya, pour les catégories A, B, c'est 60 ans, pour les catégories C et D, c'est 55 ans. Le Premier ministre du gouvernement également a pris une mesure dans le même sens pour ce qui est des contractuels d'administration. Alors, aujourd'hui, Éric Pinard se veut un peu pessimiste par rapport à la volonté de changement ou même de réforme administrative. Est-ce qu'on ne court pas droit vers une autre forme d'immobilisme et d'inertie qui, très souvent, ont été décriées par le chef de l'État, Paul Biya? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, je vais vous dire personnellement, lorsque j'ai regardé ces décrets, lorsque j'ai été en contact avec ces décrets, je peux vous dire que naturellement, pour qui que ce soit, vous imaginez quelqu'un qui était à 53, 54 ans, qui psychologiquement savait que dans un an et demi, il va rendre son tablier. Il mérite ce repos. Voilà, il mérite ce repos selon les textes, mais savoir qu'il a 5 ans en plus, c'est de la motivation, c'est du tonus. C'est-à-dire que je ne sais pas si la journée de demain sera pratiquement férié pour ceux du pouvoir, mais je sais que quand il va sortir demain matin, il aura du tonus, ça lui donne de la motivation. C'est-à-dire que au-delà de tous les discours que nous pouvons faire, il n'y a que globalement, et
peut-être le message qu'on a eu du téléspectateur est un peu l'exception à la règle, mais globalement, c'est une bouffée d'oxygène. Parce que c'est une... Je parlais au bout du message. Hein. La prolongation ne m'arrange pas. J'espérais quitter la scène dans 7 ans. Maintenant, il faudra continuer, mais là, il y a beaucoup d'alternatives. Monsieur Rémi Léba parlait de retraite anticipée, il y a même la mise à disposition. Il y a des gens, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas tout le monde qui est entré dans la fonction publique et a quitté la fonction publique à la retraite. Il y a des gens qui sont arrivés dans la fonction publique 10 ans, 15 ans après, ils ont signé une mise à disposition. Donc, qu'ils soient exaspérés ou pas, il doit savoir qu'aujourd'hui, voilà la décision que le chef de l'État a prise et qui requinque le ménage. Et je vais le dire, peut-être pour sortir de la question, je ne sais pas si le chef de l'État gardait cela comme un petit cadeau de Noël au ménage, parce que ce sont quand même des ménages, ce sont des enfants qui auront une perspective durant cette année. Vous imaginez un parent qui devrait... Vous savez que les dates de départ à la retraite, généralement, sont harmonisées sur vos dates d'anniversaire. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui savaient qu'ils partaient en retraite le 25 février. Tu as un enfant qui vient d'avoir son bac. Donc, l'horizon est flou. Avec 5 ans, tu sais comment cet enfant va atteindre la maîtrise. Si vous avez pu vous reposer ta table, la question que j'ai posée à de la non-préparation de la période de retraite. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même. Parce qu'on vous aura, si vous n'avez pas préparé vos... Voilà, c'est ça, c'est déjà, c'est maintenant, parce qu'on vous a donné que ça va changer. On a dit que vous devez aller à 60 ans, vous serez plus apte à préparer. Souvenez-vous, vous nous avez ici convié une ou deux fois à des thématiques qui étaient pratiquement les mêmes que ceux d'aujourd'hui, qui parlaient de l'après-carrière des footballeurs internationaux. C'est la même chose. Vous avez des footballeurs internationaux aujourd'hui qui ne ressentent pas leur retraite et vous avez d'autres qui ont été dans les mêmes conditions de salaire, de confort, qui n'ont pas pu préparer leur retraite. Donc, je dis tout est question d'organisation et je voudrais chuter par une chose. Il faut qu'un temps soit peu. On se dit aussi une chose, c'est que la fonction publique n'est pas un lieu d'enrichissement. Peut-être je n'ai pas bien cerné certains ici, mais le fait que vous pouvez faire carrière sans voler, c'est-à-dire que vous avez des cadres de douane qui sont volés lorsque vous regardez, moi si je paye, vous faites carrière, vous pouvez faire carrière dans les forces de défense lorsque vous êtes un officier. Un officier, je dis un officier ou un docteur, un magistrat, un certain cadre de vie sans qu'on ne commence à débat de quartier, est-ce qu'il ne vole pas. C'est des bulletins, c'est vérifiable par tout le monde. Maintenant, il faut que nous sachions que l'emploi, en réalité, et ça je pense que nous sommes tous d'accord sur cette question, c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Simplement qu'aujourd'hui, la distorsion qu'il y a sur le plan social a fait que la non-création d'emplois par ce secteur a amené une grande catégorie de Camerounais à se focaliser sur la fonction publique et nous voyons les tensions que ça crée lorsqu'il y a des recrutements tout le temps. Des uns viennent créer des associations pour dire que pourquoi moi mon village là il n'y a pas 3 personnes. Jean-Michel Nietzsche sort de son côté, il dit que pourquoi je ne vois pas 2 personnes de mon village, etc. Donc il faudrait très bien que nous comprenions et que nous soyons d'accord sur cet aspect des choses, que la fonction publique n'est pas lieu d'enrichissement. Lorsqu'on parle de pauvreté, la pauvreté est relative. Comme vous pouvez être pauvre avec 10 000. Alors, faut-il aujourd'hui réformer la fonction publique camerounaise avec cette perspective ouverte par le chef de l'État Paul Biya, mais au-delà de cela, il faut peut-être le repréciser. L'harmonisation va encore poser sur la table de nouvelles revendications. Oui, ça va poser un grand problème. La caporalisation des postes stratégiques par ces personnes-là qui allaient déjà à la retraite. Vous savez, il y a quelque chose de fondamentalement très dangereux dans la fonction publique. C'est la question des postes stratégiques. Lorsque vous avez des personnes qui étaient en train d'aller à la retraite et qui occupaient des postes stratégiques, ils sont devenus très violents du point de vue de la gabégie ou bien de la prévarication pour la plupart. Et ces personnes, avec ce décret, quand vous les voyez jubiler, pour certains, ce n'est pas la jubilation simplement de la prolongation de sa durée de vie professionnelle. C'est surtout la nouvelle chance qui lui est donnée de continuer dans la même lancée.
Donc il faut que... Tout à fait. Par exemple, Donc, le cadastre. Je fais passer le cadastre Travaille sur le il faut qu'on le on recommence comme ça les mêmes procédures. Donc si on lui ajoute 5 ans, Il dit... il a 5 ans de prédation. Tout à fait. Merci, monsieur le Tout à président. fait. Donc, il faut à tout prix qu'après cela, suive tout à fait une réorganisation également de ces postes stratégiques. Les personnes qui avaient déjà atteint l'âge de la retraite et qui... Cette personne doit être mise un peu en arrière-plan et donner toujours la perspective à on peut les promouvoir. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose dans l'administration, c'est que lorsque vous avez des personnes qui ont des postes stratégiques dans les régions et qu'on les promeut dans l'administration centrale, c'est pour les discipliner. Parce qu'on sait que l'administration centrale, c'est beaucoup plus organisé là-bas et les postes de filouterie ne sont pas assez nombreux. Donc, il faudrait effectivement qu'après ce décret, que les différents ministères procèdent à un remplacement, à des mouvements, à une réorganisation qui va permettre que ceux qui étaient déjà à des postes stratégiques et qui avaient atteint l'âge de la retraite puissent libérer ces postes pour permettre à des personnes qui sont dans une situation beaucoup moins stressante, pressante du point de vue de l'approche de la retraite, occupent ces postes et gèrent avec plus de sérénité. C'est une chose qui doit être faite pour qu'on ne se ressente pas cela comme étant une nouvelle chance de maintenant organiser sa retraite. Parce qu'il y en a qui ont commencé à organiser leur retraite il y a de cela 3 ans et ils étaient déjà pris à la gorge et ils vont se dire waouh, maintenant ça me fait 5 ans de plus, je vais maintenant bien me battre. C'est aussi, en plus de saluer la mesure du chef de l'État, il faut tout de même interpeller les uns les autres à plus d'efficacité, à plus de dynamisme dans la fonction publique camerounaise. On a besoin pour répondre aux besoins des usagers. C'est l'appel lancé d'ailleurs par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, qui est régulièrement sur le terrain et dont on a vu la dextérité devant les membres du Parlement camerounais, les invitant à s'arrimer à la nouvelle donne, à cette réforme constante dans le service public qui devrait être décentralisé. C'est le vœu du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Avant de passer au deuxième sujet sur la santé, permettez que nous puissions lire 3 ou 4 messages. Faudrait-il penser à ceux qui ont pris leur retraite avant cette mesure, tant attendue, une révalorisation de la pension vieillesse serait sûrement justice faite. C'est André qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans, toujours pas de pension jusqu'à date 7 pour également apporter du grand amour à Belgique. Bonsoir à vous. Nous voulons la valorisation du salaire et non l'augmentation de l'âge d'aller à la retraite. La retraite, c'est un repos et non une sanction. C'est Denos depuis Garoua qui nous a envoyé son message ce soir. Bravo à Abel Limbrebet. Beaucoup de retraités sont morts sans toucher leur pension retraite. Bonsoir à vous. Il convient de relever que les fonctionnaires retraités ne meurent pas de famine, mais des conséquences nées des humiliations et tribulations qu'ils vivent au quotidien pour obtenir leur pension retraite. Ensuite, les spécialistes indiquent que l'administration publique camerounaise souffre d'un sous-emploi pour couvrir toutes les attentes des populations à l'égard de cette administration du pays. C'est M. Ngoua qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis surpris de la réaction de M. Valérie Mandengue. J'ai un dossier à la fonction publique depuis 2 ans aujourd'hui. Le dossier est bloqué au niveau de la direction des carrières. Pas de suite. Alors, vous félicitez le ministre de la fonction publique. Pourquoi et pour quelle raison? Je suis vraiment sidéré. C'est M. Ayagma Ndoumou depuis DIA qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre réaction, on a plusieurs autour de cette problématique. Je suis un employé du privé ayant pris ma retraite anticipée car cumulant plusieurs mois d'arrivée de salaire et ayant 25 ans de service et 55 ans d'âge.
Pourquoi attendre 60 ans pour bénéficier de ma pension alors que je n'ai plus de revenus? C'est une question. Alors, la mesure concerne principalement les acteurs de la fonction publique, pas les acteurs du secteur privé. S'il vous plaît, Sauf que le secteur privé était déjà à 60 ans. Voilà, c'est une question également qu'il fallait faire. Bonsoir à tous. On ne peut que saluer les deux décrets signés à la fois par le chef de l'État et le premier ministre du gouvernement, mais il faut reconnaître que les agents publics sont payés avec le lance-pierre. Les contractuels, par exemple, qui fournissent le même rendement que les fonctionnaires, ont un salaire largement inférieur à celui du fonctionnaire, au même niveau de compétence. C'est du deux poids en deux mesures. Denis de Yaoundé qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Les personnels de l'État relevant du Code du travail cotisent au même titre que celui du secteur privé auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est le message de M. Pomme. Et puis bonsoir à vous sur le plateau. Vous avez passé le texte d'application d'augmentation du salaire qu'on attend depuis. C'est Christine qui nous envoie le message. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai travaillé dans un ministère de la Place pendant 35 ans. Je suis allé à la retraite en septembre 2018 jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en possession de ma pension retraite. C'est Mme Zébé qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Une sortie du chef de l'État, certes, qui est à saluer, mais qui pose davantage de problèmes dans le corpus de la fonction publique, vivement que les responsables en charge se penchent sur ces questions pour y apporter des solutions. Alors, on ouvre le deuxième sujet avec le temps qui nous reste pour parler de la lutte contre la pandémie Covid-19. On le sait, le ministre parle de la 5e phase, mais globalement, est-ce qu'on peut se réjouir, se féliciter du travail qui est accompli jusqu'ici par le ministère de la Santé publique contre le coronavirus? Mais je suis de ceux qui pensent que ce ministre a fait montre d'une certaine façon de prendre les choses à bras le corps. Mais vous savez, je suis avare d'éloges et je considère que la faible létalité, c'est-à-dire le fait que les gens meurent du Covid chez nous au Cameroun, et on observe la même faiblesse de la létalité dans les autres pays africains, ça n'est pas dû tant à la façon de gérer. Nous n'avons pas géré spécialement. On a fait les mêmes gestes barrières et tout le monde ne les respecte pas. Et on a demandé aux gens la distanciation sociale et les gens ne respectent pas ça. Vous allez dans les marchés, on nous a même dit qu'il fallait avoir moins de 50 personnes dans les manifestations, etc. On voit très bien que nous avons renoué avec nos mariages, et les deuils sont devenus, les processions à l'occasion des deuils. On a retrouvé notre train quotidien. Et on ne peut pas dire que ce comportement qui, à l'évidence, est un comportement de non-respect des règles qui ont été éditées par le gouvernement, sans pour autant que cela ne crée une accélération de décès, est le fruit du travail du bon ministre. Mais en même temps, je pense que ce ministre s'est illustré comme quelqu'un qui avait pris à bras le corps ses responsabilités, qui n'a pas dormi, qui s'est impliqué, et je suis souvent un peu embêté de voir que les populistes, parce que oui, Eric, les populistes existent dans le champ politique camerounais. Nietzsche en est un, qui en a fait son cheval de bataille, on ne comprend pas très bien pourquoi. Il parle de ce ministre du matin au soir, et il a l'impression que quand vous dites au Cameroun qu'il y a risque ou il y a corruption, alors vous êtes un homme politique travailleur, soucieux du bon fonctionnement des institutions. Il faut cesser de vivre, de créer dans le pays une ambiance de suspicion générale et généralisée où on suspecte tout le commerce politique. Je n'ai pas vu un seul endroit où il a mis les preuves de ses allégations sur la table. Il ne fait que demander simplement qu'on aille contrôler. Mais pourquoi il demande particulièrement qu'on contrôle le Covid? Par la gestion
des fonds alloués aux micro-projets parlementaires. Depuis que les micro-projets parlementaires existent, il n'y a jamais eu un contrôle sur ce qu'on fait de cet argent, qui n'est pas de l'argent pour l'enrichissement personnel, qui n'est que des deniers publics qu'on vous donne pour effectuer un travail au profit des populations. Monsieur Mitchell ne demande pas qu'on contrôle ce que sont devenus les fonds alloués au fonctionnement des partis politiques. Il ne demande pas ça. Il demande seulement qu'on doit contrôler Malachi. Qu'on contrôle Malachi parce que le Covid, il y avait l'argent, Malachi a volé l'argent. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire dans un pays. Il ne faut pas rester comme ça de façon péremptoire, entretenir la suspicion sur le fonctionnement d'un ministre seulement parce que vous êtes sûr que quand vous allez le dire, le petit peuple va vous trouver dynamique, entrepreneur, et député qui travaille. Le travail du député, ce n'est pas d'entretenir la suspicion. C'est de contrôler l'action gouvernementale. Est-ce que la posture de l'honorable Jean-Michel Mitchell autour de la gestion de la COVID-19 au Cameroun ne rentre pas dans le cadre justement du contrôle de l'action gouvernementale? Déjà, il est important de rappeler aux camarades de Limbi que... Camarades de Limbi? Oui, je parle aux camarades de Limbi. D'accord. Là, je le dis de façon simple. C'est vrai qu'il a quitté le navire pour le moment, mais je suis convaincu qu'il reviendra. Donc, je ne serai plus là. À ce niveau-là, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de doute. Ça, c'est une chose. Maintenant, Pour son retour? Oui, pour son retour. D'accord, ok, on a compris. L'autre chose que je souhaitais dire, c'est que ce n'est pas seulement pour le cas du Covid que l'honorable Mitchell est sorti. Je tiens à rappeler aux camarades de Limbi que le 23 janvier 2019, on a fait une marche justement pour demander la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds de la CAN. Et cette marche a été reprimée. Personnellement, j'ai fait une semaine de douleur à la maison. On a bien fait, on a été parce que je vais demander qu'on contrôle ce que sont devenus l'argent des micro-projets parlementaires et le financement public qu'on donne au SDF tous les ans, plus de 200 millions de francs. Donc personne ne sait ce que ça devient. Ni Dieu ne demande pas ça. Vous allez demander pour la carte. Donc ce que je disais, c'est que... On devait te taper plus. Mais pas ça, si tu arrives pas. Tu es ma personne, j'ai jamais pris tes tapes. Seulement, ça t'apprendra à aller faire des réclamations. Tu laisses le baobab qui est sur ton œil pour aller regarder la paille qui est sur l'œil des autres. Ok. Ce que je retiens, c'est que M. Limbi est très fier qu'on nous ait fouettés. Oui. Alors que on peut parler pour M. Limbi, s'il vous plaît, laissez M. Limbi. Qu'est-ce que vous amuse? Il a dit qu'on doit les taper. Mais ici, il m'avait dit, je ne peux pas marcher. Donc, ce que je disais, c'est que sur cette question, il est important de noter que l'un des rôles constitutionnels de nos parlementaires, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Tout à fait. Ce contrôle de l'action gouvernementale passe par des questions orales au niveau de l'Assemblée et au-delà de sortir un certain nombre d'éléments qui sont disponibles, il y a des factures par rapport à... J'ai des éléments que je pourrais présenter ici. Présentez-les-nous, puisque vous parlez des éléments. Oui, je vais vous présenter quelques-uns. Allez-y. Je peux? Oui, allez-vous présenter les éléments, puisque vous parlez des éléments. Oui, il est question davantage de... Je veux démontrer aux téléspectateurs que les éléments n'avaient pas le téléphone. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Mandingue. Mais vous voulez que il n'y a pas de téléspectateurs pour le comprendre et comprendre la polémique liée autour de la gestion des fonds Covid soulevée par l'honorable Mitchell, combien des éléments probants. Et d'ailleurs, c'est le reproche qui est fait aujourd'hui au Social Democratic Front et notamment aux députés du Bourg-Est de ne pas présenter des éléments qui permettent de le suivre dans sa logique, dans sa volonté de vouloir contrôler spécialement le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Il n'est pas question de contrôler spécialement M. Manaouda, tout simplement parce que ce n'est pas la seule personne qui de façon globale gère les ressources de l'État. Ce que je tiens à dire, c'est que en 3 mois, M. Manaouda a fait 50 milliards
de marchés spéciaux, ça c'est juste un élément. Il a fait 50 milliards de marchés spéciaux. Dans les 50 milliards de marchés spéciaux, vous avez 1,5 milliard et un autre marché de 5 milliards et quelques qui était pour l'achat des kits pour les tests Covid. C'était fait par une entreprise qu'on appelle Mediline. Et cette entreprise Mediline, c'est la même entreprise, entre guillemets, qu'on a appelé Meditest après, qui devait venir faire des tests payants au niveau des aéroports du Cameroun. Ce sont des éléments, ce sont des faits. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller vérifier. Prenez le stand d'APLP. Le stand d'APLP, c'était un centre spécial Covid. Il a été démantelé. Qui dit démantèlement dit qu'on avait des lits, on avait des respirateurs, on avait un certain nombre de matériels médicaux. Si vous parvenez à me dire où ce matériel a été disposé, soit dans la ville de Douala, soit dans un autre centre hospitalier, en dehors de la ville, ce serait la bienvenue. L'information que nous avons reçue disait que ces matériaux devaient être redistribués vers les autres centres spécialisés, notamment l'hôpital Akintini de Douala, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala-Yassam, mais également les quelques points agréés, je pense l'hôpital de Kouloulou. Ce que je vous conseille... Il y a des hôpitaux comme ça qui avaient obtenu de passer en point de traitement de la pandémie Covid-19. Donc, ces matériaux devaient être redistribués dans ces centres-là. Ils devraient être distribués. C'est l'information que je vous demande en tant que journaliste, c'est d'aller dans ces centres et vérifier si le matériel est arrivé. Ça, c'est un élément. C'est la même chose que le riz d'une certaine entreprise. Je ne sais pas si ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas l'honorable Nietzsche qui a demandé un audit des fonds Covid. C'est-à-dire que sur la base des différentes révélations qui ont été faites, il y a un audit qui a été demandé venant de la présidence de la République. Ce n'est pas l'honorable Nietzsche qui a demandé cet audit. L'honorable Nietzsche a souhaité, pendant la session de novembre, qui était une session budgétaire, que le ministre de la Santé vienne présenter le bilan 2020 pour ce qui est de la gestion du ministère de la Santé et particulièrement la gestion des fonds Covid, avant de demander pour 2021 un nouveau budget, parce qu'on a voté un budget pour la santé pour 2021, mais il était question qu'il vienne également devant la représentation nationale nous dire comment est-ce qu'il a géré ses fonds. D'accord. Alors, Valérie Bandanger, est-ce qu'il y a une fixation autour de la gestion Covid à raison de ces marchés qui sont redistribués là-bas, ou alors il y a matière à discuter, matière à mener un audit autour de la gestion des fonds Covid? Monsieur Moutoumé, pour être factuel sur cette question, je dirais que au Cameroun, nous vivons de l'inédit. C'est-à-dire quoi l'utiliser? Quand je parle de l'inédit, c'est que depuis la survenance de la pandémie de la Covid-19, nous avons comme une sorte de théâtralisation du champ politique camerounais. La politique a contaminé la lutte contre le Covid-19 dans ce pays. Vous avez des formations politiques dans ce pays qui se sont transformées en organisations humanitaires, qui ont commencé à acheter les cache-nez pour leur donner, qui ont commencé à prendre de l'argent à gauche et à droite en Europe, où aujourd'hui cet argent s'est englué dans un vaste engrenage de fémania et d'escroquerie. Est-ce que vous ne sortez pas un peu du sujet? Je suis toujours dans le sujet. J'arrive vers Nietzsche. Je suis toujours dans le sujet. Et c'est pour comprendre la théâtralisation qui est faite par les partis dits d'opposition. Ce que nous vivons avec M. Nietzsche est un énième épisode de ce que personnellement j'appelle une cabale. Parce que, souvenez-vous, depuis qu'il y a eu le plan d'appui budgétaire à la riposte contre la Covid-19, décidé par le chef de l'État, qu'il avait déjà lui-même édité en amont lors de son discours du 19 mai 2020 de cette année, on ne comprend pas comment, en l'espace de 6-7 mois, il y a eu 2 sessions d'évaluation au Cameroun de la riposte contre la Covid-19. Il y a une session d'évaluation qui a eu lieu le 27 août 2020, qui faisait cours aux concertations et aux consultations avec l'ensemble des organismes professionnels de la médecine et l'ensemble des regroupements syndicaux du secteur de la santé publique. Après cette session d'évaluation, il y a une autre qui a eu lieu ce mois. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines.
Et je pense qu'un document abondamment relayé sur les réseaux sociaux partait du ministère de la Santé vers M. Nietzsche pour lui demander de venir donc prendre part aux travaux d'évaluation terrain qui sont faits tous les jours. À ma grande surprise, comme certains, je ne sais pas si le représentant du SDF me dit s'il a vu Nietzsche, mais moi je n'ai pas vu Nietzsche. M. Nietzsche n'a pas pris part à cette réunion d'évaluation. Est-ce qu'il était obligé de dire pas? Depuis 6 mois, il est en train d'animer un épouvantail. C'était donc le moment pour lui de venir sur la table et de donner des éléments qui soutiennent ce qu'il ne fait que dire depuis des mois, qui en réalité ne sont apposés sur rien. Vous avez vu, vous avez passé la parole au représentant du SDF. Lorsque vous lui avez demandé que donnez-nous alors un élément de preuve, il s'est empêché d'aller dans son smartphone en train de griffonner pour nous expliquer des histoires de milliards. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en République. Et il faut que vous le sachiez, M. Moutoumé, et l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. M. Nietzsche fait partie d'un groupuscule qui, depuis le 8 octobre 2018 dans ce pays, a signé et a pris fait et cause pour l'ingouvernabilité du mandat de grandes opportunités. Donc vous avez toujours rencontré M. Nietzsche prenant part, et je vais vous dire, le mécanisme, vous connaissez le mécanisme que M. Nietzsche utilise. Dès qu'il doit faire une sortie, il y a 2 ou 3 presse que je ne citerai pas ici pour leur faire de la publicité, qui vont leur révéler le matin, et il y a une chaîne de télévision dans ce pays qui a pris cette école sur le terrorisme, qui va la réveiller à 19h. Ensuite, les radios vont reprendre la parole sur la journée pour faire de la propagande. Il est temps, et Nietzsche nous suit. Monsieur Nietzsche, il est temps que vous arrêtez ce jeu. Laissez-moi continuer. Lorsque monsieur Didier me parlait de cabale, elle a toute sa place. 2 mois avant, c'est M. Wafo qui fait une sortie. Toujours ceux-là qui ont amené le bateau du SDF dans le chavirement que nous connaissons. M. Wafo fait une sortie où il interroge les diplômes de tout un ministre de la République. Parlant d'un recrutement qui s'est passé à l'université de Douala. Vous comprenez donc que depuis un certain moment, nous avons face à nous une horde de personnes qui ont décidé que d'une façon ou d'une autre, ce pays ne se gouvernera pas. Ils utilisent tous les moyens à leur disposition. Moi, j'ai un message, c'est ça qui m'a amené ce soir. J'ai un message à l'endroit du ministre de la Santé. Et ce message, c'est le message d'un Camerounais, ce n'est pas le message d'un militant du RDPG. Monsieur le ministre, il est temps que cette cabale se termine. Vous n'allez pas sortir de ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Mais il est temps que par d'autres canaux, M. Nietzsche soit notifié à nous amener les preuves et des allégations qui culbutent depuis pratiquement près de 7 mois. C'est important que monsieur le ministre, vous preniez vos responsabilités pour que enfin toute lumière soit faite. Parce que cette action qui participe de ce positionnement aujourd'hui engage fortement sur la dynamique du gouvernement. On est dans une cavale, dans une véritable affaire qui peut mettre devant la scène des détournements. Comment comprendre malheureusement cet engrenage aujourd'hui? D'une part, l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui dit détenir des éléments qui peuvent mettre à mal le ministre. D'autre part, le ministre qui fait des sessions d'évaluation. La première en août, la deuxième s'est tenue depuis le début de cette semaine. Elle s'est achevée ce jour. Est-ce qu'on peut comprendre malheureusement ou heureusement cette situation des choses? Ok, M. Nietzsche, c'est un député, donc c'est un honorable. Il a des canaux qui sont indiqués. S'il a effectivement des éléments, je pense que l'une des procédures qu'il pourrait déjà entamer à son niveau, c'est de les mettre à la disposition des autorités judiciaires, saisir le procureur de la République, dénoncer les faits qu'il a relevés, et avec tous ces éléments qu'il a remis dans un dossier qu'il remet au procureur de la République, il pourrait aussi informer l'opinion publique nationale de ce que voilà l'action qui est désormais menée. Une autre procédure, ce serait aussi qu'il pourrait ramener un ensemble de députés de l'opposition sur ces positions et avec un groupe parlementaire de demander à l'Assemblée nationale d'inscrire à son ordre du jour une session ou bien de créer une commission d'investigation sur les fonds Covid. Donc, à ce niveau, il y a une panoplie d'actions qui auraient pu se poser. Maintenant,
Il suppose que lui, il a plutôt préféré l'action polémique, c'est-à-dire une surmédiatisation des éléments qu'il dit détenir. Il y a une embolie même qui est créée au niveau des réseaux sociaux avec une résurgence de messages dans les réseaux sociaux qui font état d'un ensemble de faits. Et lorsque vous interrogez les messages, ou bien lorsque vous les lisez, vous parcourez les messages, vous allez voir la description de plusieurs éléments qui semblent être des situations de détournement. Toutefois, vous savez, une situation de détournement de fonds doit être accompagnée, doit être attestée de preuves, ce que les juristes appellent les moyens. Il faut montrer les preuves de ce qu'il y a effectivement eu des détournements. À ce niveau, j'ai une fois découvert dans les réseaux sociaux, c'était une facture qui avait été envoyée. D'abord, les chiffres sont assez flous sur cette facture. Les informations sur la facture sont presque illisibles. Je ne sais pas trop ce que la facture voulait prouver. Mais la personne qui publiait cette facture venait affirmait que c'était une preuve de détournement des fonds Covid. Si c'est ça la preuve, elle est assez illisible, elle sera très mal utilisée et puis je ne pense pas qu'en justice, elle pourra être valide parce qu'il faut encore d'autres éléments, il n'y a pas de cachet sur cette facture. Donc, vous avez ces éléments-là qui sont apportés. Est-ce que ces éléments peuvent servir à corroborer une information qui émane de ce député? Je pense beaucoup plus qu'il s'agit de la politisation qui a été, tout à l'heure M. Mandengue disait ça, c'est la politisation de la Covid dans notre pays. Depuis le départ, depuis le lancement même de l'opération de lutte contre la Covid au Cameroun, les acteurs politiques camerounais, peut-être, on va dire c'est du populisme, les acteurs politiques ont cru qu'il était opportun d'utiliser la question de la Covid pour se relancer sur la scène nationale. Et beaucoup d'acteurs usent donc de l'audience que peut leur donner la question de la Covid. Vous savez que tout le monde a peur de la Covid, alors c'est une audience assez intéressante à saisir. Et beaucoup usent de cette audience pour surfer avec des thèses, parfois le soupçon de détournement, parfois c'est des soupçons que la politique de l'État, les politiques publiques seraient défaillantes. Vous savez, on a tout suivi avec la Covid, mais si l'honorable Nietzsche pense que cette fois-ci il a des éléments, tout à l'heure j'ai suggéré des voies qu'il pourrait utiliser. Il est un député de la nation, il a une responsabilité, c'est de renforcer les institutions, donc on l'attend davantage dans le combat institutionnel plutôt que dans le combat médiatique. Merci beaucoup à vous. Alors, Abel, avant de revenir à vous, permettez à Eric Mlad de revenir sur la scène. Au-delà de ces polémiques, si vous le permettez, Eric, je ne souhaite pas que nous restions focus sur ces polémiques, même si il est à reconnaître que l'enquête, un audit a été commandé par le secrétaire général de la présidence. Mais au-delà de cela, est-ce qu'aujourd'hui, on doit craindre encore le pire avec l'apparition d'une mutation de ce coronavirus, notamment à l'étranger? On le sait, les frontières sont réouvertes, les avions atterrissent et repartent du Cameroun. Y a-t-il lieu de craindre le pire aujourd'hui? C'est vrai que vous ne voulez pas les polémiques, mais il faudrait que je dise une ou deux choses. La première, c'est que les deux réunions qui ont été organisées par le ministère de la Santé, ce sont des réunions techniques. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de pouvoir parler là-bas des questions d'argent, il est question de parler de la propagation de la maladie et de la riposte. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que il y a l'Assemblée nationale qui est le lieu où les députés échangent avec les membres du gouvernement. Ce n'est pas au niveau du ministère que ça se fait, c'est au niveau du Parlement. Et à ce niveau, le SDF, à travers l'honorable Jean-Yves Niche, ont souhaité que le ministre de la Santé vienne s'expliquer devant la représentation nationale. À côté de ça, il y a un audit qui va coûter 32 millions au contribuable camerounais, qui sera fait par le contrôle supérieur de l'État. S'il estime que le secrétariat général de la présidence est également en cabale contre le ministre de la Santé, c'est son droit. S'il estime qu'on va dépenser 32 millions de francs du contribuable camerounais dans un contexte où on a dû réduire le budget de l'État et augmenter la dette de l'État pour mettre au clair cette situation, s'il estime que c'est de la cabale de l'honorable Nietzsche, c'est son droit. Maintenant, s'agissant de la question que vous posez en elle-même, en matière de est-ce qu'il y a une crainte d'une résurgence de la crise, ce qu'il faut noter,
c'est que ce n'est pas une mutation qui est liée à la dangerosité du virus, mais c'est une mutation qui permet au virus de se propager un peu plus facilement. Maintenant, M. Elimbi vous a expliqué tout à l'heure que dans notre contexte, les gens, je suis dans le taxi, on se touche. Oui, mais sauf que dans le même temps, le discours du gouvernement reste celui-là. Il faut reprendre avec les mesures barrières, la distanciation sociale 1 mètre, le port du cache-nez lorsqu'on est dans le milieu public. C'est ça le discours des pouvoirs publics. C'est régulièrement les mains avec de l'eau propre du savon. C'est même le discours que moi je suis tenté de faire. Sauf que au niveau de la mise en œuvre, ça pose un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, dans les taxis, à une certaine époque, c'était 2 personnes derrière, 1 personne devant, et c'était bon. On a dit aux Camerounais, non, maintenant, vu qu'on ne veut pas baisser le prix du carburant pour pouvoir baisser le prix du transport ou bien inversement, ce qu'on fait, c'est que continuez à entrer dans le taxi à 3, vous touchez comme vous pouvez. Dans les marchés, aujourd'hui, il n'y a aucune mesure qui est prise. Et même pour les masques, il tient à dire que le masque, l'entreprise publique qui produit les masques, les vend à 1300. Or, le Camerounais moyen qui est incapable de se nourrir décemment ne va pas aller acheter un masque de 1300, surtout que lorsque vous avez un masque, il faut le laver régulièrement, donc vous ne pouvez pas porter le même. Il peut être lavé 13 fois d'après l'entreprise. Il peut être lavé 13 fois, sauf que lorsque vous le lavez, il faut bien que vous continuez à sortir, il faut qu'il sèche. Donc, il faut avoir 1, 2, je ne sais pas 3. Là, sincèrement, ce que je dis, c'est que il faut noter une chose, c'est que l'Afrique a été épargnée, tout simplement parce que les statistiques sur le Covid sont claires. Ce sont les personnes d'un certain âge et les personnes qui souffrent d'un certain nombre de pathologies qui ont affaibli leur système immunitaire, qui font que nous sommes un peu épargnés. Maintenant, pour le reste, il y a des mesures qui ont été prises et qui n'ont pas permis, sincèrement, de créer les distanciations, tout simplement parce que on n'a jamais eu, par exemple, un confinement au Cameroun. L'essentiel des Camerounais vivent au jour le jour. Vous faites le confinement, c'est pourquoi les Camerounais meurent. Tout à l'heure, on parlait de la fonction publique. La fonction publique, c'est 2 à 3% maximum de ceux qui travaillent au Cameroun. Le reste du secteur privé, c'est environ 9 à 10% de ceux qui travaillent au Cameroun. Le reste, c'est le secteur informel. Si vous décidez, par exemple, de faire de façon simple, de faire un confinement, ça veut dire que celui qui gagne ses 100 francs chaque jour ne pourra pas gagner ses 100 francs, il faudra bien qu'il vive. Donc vous allez créer d'autres problèmes. Pour le moment, ce que l'État a fait, et pour le moment les Camerounais s'en sortent pas parce que l'État a fait quelque chose d'extraordinaire, surtout que, pour ce qui est des chiffres du Covid, nous sommes parmi les cancres en Afrique. Ne nous comparez pas aux États-Unis, à la France et aux autres. Prenez un pays comme le Sénégal, vous prenez les chiffres du Cameroun. Prenez un pays comme le Gabon. Le Gabon a fermé sa frontière avec le Cameroun. Prenez un pays comme le Rwanda. Prenez d'autres pays africains qui ont de meilleurs chiffres que nous. C'est à ce moment, c'est avec ça qu'il faut comparer. Ne nous comparez pas à la France, parce que la population française est vieillissante. Ne nous comparez pas à l'Espagne ou bien à l'Italie. Ces populations sont vieillissantes. Nous avons une population essentiellement jeune. Plus de 90% de ceux qui meurent de Covid sont des personnes de plus de 65 ans. Ce sont les chiffres. D'accord. Alors, ce sont les chiffres. Aujourd'hui, je rappelle que la rencontre qui a été initiée au ministère de la Santé publique, qui a été conduite par le docteur Manaouda Malachi, patron de ce département ministériel, a mis sur la même table les partenaires techniques et financiers. Donc, au-delà de la technicité, on a parlé également d'argent pour davantage soutenir la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun. Aujourd'hui, la 5e phase a été évaluée. On est à 6e phase, mais en restant dans le même principe, Valérie Mandengue, tester, traquer, tester et traiter toutes les possibilités de pandémie Covid-19 au Cameroun. Est-ce que cette méthode qui jusqu'ici a donné des rendements doit être maintenue? Déjà, je voudrais, monsieur Moutoumé, qu'on évacue un certain nombre de choses que moi je peux apparenter à du dilatoire. Dilatoire. Vous avez des acteurs politiques, je ne vais pas paraphraser un panéliste de ce plateau, qui sont en réalité dangereux pour eux-mêmes, sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes. Voyez-vous, je partage le plateau avec quelqu'un, monsieur Éric Pinap, qui nous dit que l'une des premières missions du député est le contrôle de l'action gouvernementale. Ok, nous sommes d'accord.
Maintenant, mettons en place une plateforme d'évaluation du travail qui est fait. Vous m'avez repris, parce que je m'apprêtais à le lui dire, c'était une évaluation technico-financière, où le député a donc sa place au sein des institutions pour contrôler l'action gouvernementale. Je ne sais pas s'il y a une école au SIS qui a fait qu'on contrôle l'action gouvernementale seulement en se parvenant au Parlement. S'il n'y a pas de plateforme elle se fait entre le gouvernement, vous avez parlé tout à l'heure, vous n'avez pas dit des choses potables, mais je vous ai écouté sans vous couper. Je vais maintenant plus loin. À cette réunion, il y avait des députés de l'opposition. C'est leur choix. Vous avez donc fait le choix du populisme et du Congo-ça et vous voulez l'imposer à toute une nation, ce qui ne peut pas passer. Je veux donc dire que l'un des députés qui a pris part à cet échange, qui est l'honorable Cabral Libi, à la sortie de cette rencontre sur les antennes de la télévision nationale, a indiqué un certain nombre de choses, que ce soit les réserves qu'il émettait sur le travail qui a été fait par le ministre et que ce soit aussi les perspectives, parce que il craignait, et beaucoup de Camerounais craignaient cela, cette surmédiatisation au niveau de la Covid pouvait faire penser que d'autres pandémies pouvaient être délaissées. Or, vous savez que l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'État du Cameroun, eux-mêmes touchés aujourd'hui, n'arrivent plus à pleinement et financièrement accompagner le Cameroun dans un certain nombre de chantiers. Donc, il a attiré l'attention du gouvernement sur cet état de choses. Ça, c'est d'un. De deux, M. Pilat vient nous dire ici que les Camerounais ont soit un génotype surpuissant qui les a permis de ne pas tomber malades. C'est le même que vous avez invité. On a fait des plateaux ici, M. Moutoumé. Souvenez-vous, on a fait des plateaux ici, où des représentants du SIF et du MNC étaient d'accord sur une chose. Il ne fallait plus l'école. Parce que comme le boycott dans la rue n'a pas payé, il fallait prendre l'école en otage, où des militants politiques étaient devenus des syndicalistes. Ils étaient militants le matin, syndicalistes le soir, parce qu'ils n'avaient pas obtenu que ce déluge qu'ils avaient espéré pour le Cameroun allait se mettre en place. C'est le lieu aussi de féliciter l'ensemble des mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Parce qu'il y a 2 temps dans la Covid au Cameroun. Le premier temps part de l'apparition de la Covid au Cameroun jusqu'aux mesures du 17 mars, qui ont plongé les Camerounais dans un semi-confinement où tout au jour, on voit les Camerounais respecter. Et cela a freiné. Vous avez un ensemble de pays qui ont pris les mesures que le Cameroun a pris plus tard, mais le fait était déjà fait. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc, les mesures qui ont été prises le 30 avril, si mes souvenirs sont bons. Et c'est là où, à ce niveau, je suis d'accord avec un panéliste de ce plateau, M. Limbi Lobert, qui attire l'attention sur ce relâchement. Nous faisons face aujourd'hui à une deuxième vague de Covid-19. Nous faisons face aujourd'hui, vous avez parlé de ces 2 souches. Il y a une nouvelle souche qui a été découverte en Afrique du Sud il y a 4 jours. Il y a d'ailleurs le pays passé premier pays le plus touché par la pandémie Covid-19 en Afrique. Et il y a une autre souche qui a été découverte en Grande-Bretagne, ça fait 6 jours. Donc ça fait qu'aujourd'hui, même les scientifiques sont en train de retenir leur souffle. Donc, on est tous d'accord sur une chose, à partir du moment où, et il faut toujours féliciter les autorités, qui, à l'embarquement et au débarquement, ont mis en place un système qui permet de filtrer. Mais comme on dit, à l'impossible, il n'est tenu. Donc, c'est l'occasion pour nous, chaque fois que nous arrivons sur ce type de débat, d'appeler les Camerounais à beaucoup plus de prudence. On a vu des syndicats, je vais chuter par là, des transporteurs qui ont pris des bus ici pour aller à Yaoundé, pour aller donner des aides au gouvernement, qu'ils allaient soit augmenter les prix, soit. Depuis qu'on a allégé les mesures, parce qu'il y avait cet étouffement économique, c'est le même aujourd'hui, ils ne voient pas les membres de leurs syndicats qui mettent 5 personnes, 6 personnes dans les taxis en ce moment et qui sont en train de se faire de l'argent au prix de la santé des Camerounais. D'accord, la santé doit être préservée par tous les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait envisager, par exemple, l'acquisition des nouveaux vaccins pour immuniser les populations camerounaises contre le coronavirus? La question des vaccins reste très sensible. Vous savez que depuis un certain temps, les vaccins qui ont été mis sur pied aux États-Unis et en Allemagne, qui s'avèrent être les vaccins les plus efficaces, du moins de leur point de vue, malgré leur usage, rien n'est encore avéré quant à l'immunité acquise des personnes qui sont vaccinées. Donc, ça reste un problème encore très sensible.
Et puis il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est que beaucoup de complotistes pensent que, quand on dit complotiste, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des gens, c'est une étiquette qu'on colle à des personnes qui sont simplement sceptiques sur la capacité du système de l'OMS, le système sanitaire mondial, celui de l'OMS, à régler vraiment la question de la COVID-19. Ils pensent qu'il y a de gros intérêts financiers qui sont en cours, qui sont en jeu, et qu'il y a de grands hommes d'affaires dans le monde, surtout occidental, qui voudraient plutôt profiter de la Covid pour se faire encore plus d'argent. Et l'immunité des Africains aussi inquiète parce que il faut se le dire, hein, en dehors de l'Afrique du Sud et du Maghreb, on remarque une résistance quasi générale dans les pays subsahariens. On n'arrive pas à expliquer, est-ce que c'est les modes de vie, l'alimentation, il y a beaucoup d'hypothèses. Est-ce que c'est le fait que les populations se sont vite mises dans des décoctions un peu... on ne comprend pas ce qui a fait en sorte que la Covid ne crée pas ces ravages qui étaient attendus. Donc, parler du vaccin aujourd'hui dans notre contexte, ce n'est pas la plus belle option. Il faudrait maximiser parce que le Cameroun comprend déjà un peu plus comment on peut se prémunir de la Covid. Les cas en interne, les cas domestiques de Covid qui sont actuellement en traitement, c'est des cas qui sont maîtrisés. Mais les cas, les nouvelles souches auxquelles Valérie faisait allusion tout à l'heure, les nouvelles souches sont susceptibles plutôt d'arriver de l'étranger. C'est intéressant parce que ce soir, on a reçu 325 000 nouveaux kits de matériel de dépistage. Il est attendu encore 1 million de ces nouveaux kits. Il serait mieux que l'on maximise, l'on renforce notre barrière au niveau des portes d'entrée internationales du Cameroun, les frontières, les aéroports et les ports. Ça va nous permettre de mieux contrôler l'arrivée de ces gens-là. Et peut-être même, ce ne serait pas exclu, d'abord limiter les contacts avec les pays où ces nouvelles souches apparaissent, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et l'Angleterre, ils sont que deux. Et il n'y a pas une ressource stratégique que le Cameroun recevrait, ou bien un marché stratégique qui serait entre le Cameroun et la Grande-Bretagne, ou le Cameroun et l'Afrique du Sud. Donc, on peut demander à ces pays, pour une fois, on leur dit, pendant une certaine période, nous ne voulons pas de passagers qui embarquent de vos pays vers notre pays. Et on place cela sur une certaine période. Vous savez, ça a déjà existé, mais ça existe beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'un pays africain qui est frappé d'une maladie comme Ebola. Et quand vous avez Ebola, tous les pays occidentaux disent les citoyens de là-bas, vous n'avez plus le droit de voyager. Donc pour une fois, les Africains devraient, de manière systématique, trouver une solution en bloquant les frontières à l'entrée des populations ou bien des voyageurs qui viendraient de ces zones-là. Alors, Abel, nous allons sortir avec vous sur cette question. Le ministre a fait l'annonce, celle d'acquérir ou d'acheter des vaccins contre la Covid. Pourquoi aller en acheter alors qu'on a une pharmacopée qui semble-t-il a prouvé ses preuves? On a le cas avec le médicament qui nous a été proposé, il faut le préciser, par Monseigneur Samuel Cléda, qui a bénéficié, faut-il le rappeler aussi, du soutien du gouvernement de la République pour parachever et perfectionner la trouvaille qu'il a faite dans ce sens. Écoutez, si Monseigneur Cléda a reçu de l'aide pour continuer à travailler, eh bien, il n'a qu'à continuer à travailler pour donner à son produit les caractéristiques internationales d'un médicament. Pour le moment, ce produit n'a pas les caractéristiques internationales d'un médicament. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas... Madagascar a un produit qui a été acheté par des pays voisins. Et vous avez vu que ça n'a pas réglé le problème du Covid à Madagascar, on n'en parle plus. C'est simple. Moi, je suis un scientifique, je crois aux vérités scientifiques. Je ne crois pas au complot international, des choses comme ça. Monsieur Moutouré, si vous avez le tétanos et qu'il y a un bon médicament du tétanos que Eric Penlap détient,
vous avez beau organiser tous les complots de la Terre, les gens partiront de là où ils sont pour venir chercher le bon médicament. Ça marche comme ça. C'est tout. On n'a pas besoin de complot là-dedans. Si les Américains, les Russes, les Chinois ne sont pas venus voir Cléda, c'est parce que son histoire, vous pouvez la consommer si vous voulez, mais ça n'a pas les caractéristiques d'un médicament conforme aux normes internationales. C'est tout. Le reste, c'est le débat de télévision, du chauvinisme. Oui, quand non, les Noirs, oui, on ne veut pas que les Noirs progressent. On n'a pas besoin de vouloir que les Noirs progressent. Si nous inventons une bonne voiture ici, nous allons la conduire. Et elle va s'affirmer comme étant une bonne voiture. C'est tout. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens un tout petit peu pour dire, j'ai gardé ce morceau choisi à M. Nietzsche, parce que je n'aime pas ses méthodes. Quand j'étais même dans le SDF, j'avais toujours je prenais mes distances avec ces méthodes qui ont entraîné justement le SDF dans la situation. Il reste à peu près 2 minutes, à peu près. Le roi Salomon, qui est sage, disait que dans Proverbe chapitre 28, verset 21, faire preuve de partialité n'est pas bien. C'est ce que le roi dit. Faire preuve de partialité n'est pas bien. Et il n'est pas bien qu'un homme robuste commette une transgression pour un simple morceau de pain. C'est-à-dire que ne vous battez pas pour des choses qui sont futiles. Ne vous battez pas pour faire croire aux gens que votre travail, c'est cultiver la suspicion. Parce que quand Père Eric rappelle un principe fondamental sur lequel nous sommes d'accord. Le travail d'un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais l'action gouvernementale n'a pas commencé avec le Covid. L'action gouvernementale, c'est aussi l'utilisation des fonds qui sont colossaux, qu'on a mis aux partis politiques depuis des années et que personne ne contrôle. Si vous êtes donc tant soucieux de la bonne conduite des affaires publiques, vous n'allez pas mettre sous le boisseau l'argent qu'on vous donne et sur lequel vous ne rendez aucun compte pour simplement entretenir l'illusion que dès que quelqu'un qui n'est pas vous touche à de l'argent, alors il y a potentiellement corruption. Ça, ce n'est pas le travail du député. Ça n'a rien à voir avec le contrôle de l'action gouvernementale. Cultiver, ensemencer dans le pays la culture de la suspicion. Finalement, parce que vous avez l'humilité et qu'on ne va pas vous poursuivre sous le prétexte que ce que vous êtes en train de faire relève de votre action ou bien de votre travail en tant que député, vous prenez des libertés de persécuter les gens parce que vous faites le glissement insidieux entre la suspicion et la diffamation. C'est-à-dire que vous, on est en train d'avoir au Cameroun, et c'est ça que le premier président de la Cour suprême a évoqué dans son discours, oui, de 2019, la démesure qui a envahi le champ des libertés. C'est-à-dire qu'on a la liberté de s'exprimer, on a la liberté d'aller à la radio, à la télévision et de parler, et cette liberté, nous l'utilisons pour jeter l'opprobre sur des gens parce qu'ils sont nos adversaires politiques. On a mis sur la table ni ce qui est rationnel. Parce que ce qui est rationnel, c'est que, je termine par là, ce qui est rationnel, c'est que le travail parlementaire, pour être en mesure de le faire efficacement, il faut d'abord gagner les élections. Quand vous êtes des perdeurs des élections, sachez que vous n'aurez pas la capacité de faire le travail. Merci beaucoup pour cette et à la fin, on se réduit à une simple agitation. Monsieur, le temps est parti. Vous avez 30 secondes. La seule chose que je souhaite dire au sorti de cette émission, c'est que M. Elimbi et M. Mandingue font comme si
la présidente de la République n'a pas demandé un audit des comptes Covid. La présidence de la République est soumise à un audit, mais la présidence de la République, vous parlez de vous parlez de 2 millions de vous n'êtes pas audité par le Dakar de 4 millions de une suspicion de fraude. Un audit n'est pas une suspicion de corruption que je dis. C'est comme le discours de M. Michel n'a rien à voir avec les audits. Le discours de M. Michel a quelque chose à voir avec ce qui dit que le ministre a détourné de la également l'audit des fonds. Moi j'attends l'audit des fonds pour le SDF François. Pourquoi vous ne faites pas ça? Merci. Pourquoi vous ne parlez pas de vous voulez contrôler l'action du gouvernement. Demandez qu'on fasse l'audit sur les financements publics de votre parti a déjà Monsieur Pénat, merci. On prend les SMS et on va prendre à peu près le temps. Il faut couper le temps de la passe. Que le monsieur du SDF présente les preuves de ses allégations, sinon qu'il reste tranquille. Monsieur Nietzsche n'est pas respectueux de la République, qu'il ne confonde pas le SDF au MRC. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis Libreville au Gabon dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis surpris que monsieur Limbe dise à l'honorable Nietzsche de parler du ministre de la Santé publique matin, midi et soir, alors que lui-même parle tous les jours de la Constitution. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci également à toute claire. Ma préoccupation concerne le prolongement du temps de retraite des pensionnaires. Quel avantage pour la jeunesse de ce pays? Nous avons évoqué cette question dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Moutomé, dites à monsieur Mandengue que pour comparer deux pays en termes de dégâts Covid, il faut tenir compte du nombre de décès et des cas positifs chez les frères par rapport au nombre de taux d'occupation de de santé publique. Vous comprenez que nous sommes nous ne sommes pas très bien à l'outil en matière de lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun. Bonsoir à vous, monsieur Moutomé, s'il vous plaît. Monsieur Elimbi devrait également laisser le nom de monsieur Maurice Kamto tranquille. Monsieur Elimbi a totalement raison. Tous les ministres qui sont passés dans ce ministère venaient chanter l'hymne du RDPC, qu'on m'a expliqué que quelqu'un va à retraite aujourd'hui et il attend 8 ou 9 mois pour toucher son salaire. Monsieur du RDPC, trouvez vous-même cela normal? De quelle réforme parlez-vous? Nous devons être tous d'accord que lorsque je vais en retraite aujourd'hui, demain, je dois pouvoir toucher ma pension retraite. Ce n'est pas un cadeau, mais un droit. Je suis d'accord avec M. Limbi qui dit que la réforme doit être effective. C'est seulement si le retraité touche dès le lendemain de sa retraite sa pension. C'est Madame Makita de Douala qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Mandengue, monsieur Abel Limbi mettent au clair la roublardise du député du SDF, l'honorable Jean-Michel Nietzsche. C'est Alex de Douala qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Notons que monsieur Abel Limbi a c'est expliqué qu'il dit que vous avez dénigré le produit mis en route par monsieur Monseigneur Samuel Péda, voilà un Camerounais qui est contre l'exploit d'un évêque et notre évêque Léonard depuis Bolivie, qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Il y a plusieurs messages comme ça qui arrivent. Merci à tous ces Camerounais de l'intérieur ou de l'extérieur, ou même ces Africains qui nous ont envoyé des messages à travers nos points d'accès classiques, 6 99 57 30 26 par WhatsApp ou par message classique. Merci également à ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook. Je rappelle, ce jeudi, à partir de 19h, édition spéciale consacrée à l'adresse à la nation du chef de l'État, Paul Biya. L'émission sera découpée en deux phases. La première sera consacrée au bilan de l'activité ou de l'année 2020, quelles sont les leçons à retenir de cette année, et puis à la suite du discours du chef de l'État, quel
perspectives, quelle orientation pour 2021 avec nos invités triés sur le volet des acteurs politiques, des formations politiques. Et nous allons justement décrypter, commenter cette actualité également ce jeudi de 19h sur la télévision du Monde, un prime time qui vous permettra également à vous à la maison de nous envoyer vos messages vers nos différents points d'accès. Une fois encore, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité, merci de nous avoir accompagnés durant une année dans le cadre de cette aventure tout au clair sur la télévision du Monde. Pour que vous le sachiez, bonne année par anticipation à chacun et à chacune d'entre vous. Continuez à nous faire confiance et à être des fidèles téléspectateurs à la fois de tout au clair, mais également de la télévision du Monde. Bonsoir à toutes et à tous.